Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des rencontres zoomesques que nous avons le plaisir d'organiser, Belladonna, le collectif PQ et moi-même, avec l'appui du laboratoire de recherche LLA Creatis de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Alors pour cette nouvelle rencontre, nous avons l'honneur d'accueillir Florian Varenne et nous le remercions vraiment sincèrement d'avoir accepté cette invitation. Florian Varenne est artiste, donc, diplômé de l'École nationale supérieure d'art et de design de Toulon, titulaire d'un master 2 en histoire, parcours, alors vous me direz si je me trompe ou pas, hein, mais parcours médiévalisme de l'université Paris-Nanterre. On va dire en histoire médiévale à Paris 10, c'est ça, Paris-Nanterre? Ouais. Et il me semble que vous êtes actuellement en doctorat, et c'est un doctorat d'art plastique, peut-être? Art et sciences de l'art. Art et sciences de l'art, ok. C'est donc plus certainement finalement le statut d'artiste-chercheur qu'il faudrait mettre en évidence pour présenter Florian. Et nous aurons, je pense, l'occasion d'échanger sur ce point. Alors, Florian Varenne développe une œuvre passionnante et très fine, ciselée, nourrie justement de ses recherches en histoire médiévale, en héraldique, philosophie, psychanalyse, études de genre, médecine, ou encore artisanat textile ou joaillerie. Ce travail à la fois érudit et sensible est déployé en de multiples expositions personnelles et collectives, mais aussi des résidences, comme c'est le cas actuellement à la Maison du Cuir de Groyer dans le Tarn. L'œuvre de Florian Varenne explore plusieurs territoires, celui de l'histoire médiévale, celui du monde médical, celui du contrôle des corps, des normes de genre et leur possible transmutation. Les pièces sont travaillées de façon quasi chirurgicale, virtuose et quelque peu monacale, invoquent le rituel BDSM et le soin des corps et des esprits, l'art d'aimer médiéval et celui de la guerre, le sacré et le profane, et œuvrent à l'idée de déplacement et de transformation des formes, des symboles et des matériaux dans la puissance d'une révélation que l'on pourrait qualifier d'alchimique. L'esthétique tortueuse et hiératique, violente et raffinée, toujours dans l'entre-deux, fait agir les dichotomies, suscitant des litanies magiques et des processions occultes pour éveiller ou pour réveiller l'imaginaire d'un corps à la fois vulnérable et sublimé. Le parcours de Florian, comme l'épaisseur de son œuvre, seront ainsi propices à des échanges des plus stimulants. Et je remercie encore Florian de sa présence ici, même distancié par écran. Et j'en profite également pour remercier les étudiants, plasticiens, chercheurs et les étudiantes plasticiennes, chercheuses du master création artistique, recherche et pratique du monde de l'art de l'Université Jean Jaurès, et membres du collectif PQ qui ont organisé avec beaucoup de désir et beaucoup de plaisir cette rencontre. Je remercie enfin le laboratoire de recherche LLA Creatis, auquel j'appartiens, qui travaille sur les arts au sens large et qui nous donne cette chance de développer des projets de recherche et de recherche-création aux formes expérimentales, mais aussi incarnées, et qui nous permet aussi d'explorer avec beaucoup de liberté, mais aussi beaucoup d'enthousiasme, ce qui nous habite et ce qui nous travaille. Donc, merci au laboratoire. Je laisse désormais la parole à Milly Delerne, étudiante masterante en art plastique, tatoueuse mélancolique et collectionneuse de fluides, pour une introduction plus précise à cette rencontre. Alors, du coup, je vais faire une petite introduction avant de donner la parole à Belladonna et que l'entretien commence réellement. Donc, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, Florian Varenne est un plasticien-chercheur dont ses thèmes de prédilection sont le médiévalisme, le care, donc le soin et le médical, ainsi que le queer.
Il révèle le corps sans le montrer, par des matériaux qui le font émerger subtilement, comme le cuir, et des objets aussi froids que les instruments chirurgicaux. Il questionne à la fois nos identités de genre, nos cultures underground, notre besoin de se réapproprier notre corps parfois par la douleur. Dans cette ère belligérante, marquée d'une nostalgie du passé ou d'un futur utopique, le médiévalisme et ses nobles valeurs nous font rêver de quelque chose qui n'a au final jamais existé. Le médiévalisme, dont s'inspire Florian Varenne, consiste en l'étude des représentations post-médiévales, des réceptions de ces images bien après cette ère. Nous fantasmons donc cette époque passée pour qu'elle nous convienne, cette survivance d'un Moyen-Âge chevaleresque et désincarné qui ne peut que nous ébranler. C'est tous ces détails et toute cette complexité qui me touchent et qui résonnent en moi lorsque je vois son travail. Cette absence de chair, mais cette corporalité frappante et intime, invoquée par ses armures et ses parures, nous transporte dans un monde vain et sublime à la fois. Dans ces ténèbres contemporaines, ces installations s'incarnent. Ces masses alanguies reposant sur un lit de lavande, les noires épines d'un prunellier sans racines tentant de s'échapper de grilles chirurgicales, ces gouttelettes de rocaille s'écoulant hors de Minerve médicale et ces cols cassés constellés d'aiguilles. Partout, la chair est absente, mais le corps est omniprésent. Il y a cette froideur du médical qui nous éloigne de la sensibilité du corps, mais paradoxalement, par cette absence de chair, quelque chose de transcendant et de sacré s'en émane. Nous surpassons l'image même du corps pour mieux l'incarner. Nous retrouvons par exemple cette apparence chirurgicale dans Finamore, une joute de verre froide et vide, qui pourtant nous ouvre à des sujets si profonds comme nos identités de genre et nos sexualités. Elle est de forme à la fois phallique et vulvaire et peut nous rappeler aussi les gottes de verre. L'alliance de matériaux improbables, comme la douceur de la lavande entravée par des chaînes brutes dans son installation in extremis, nous marque par sa simplicité et par sa force. Les thèmes de Florian chevauchent à la fois l'amour courtois et le BDSM, avec des séries comme Discipline ou encore Delectatio Amorosa. Dans cette dernière, la locution latine, associée à l'amour courtois, nomme pourtant une œuvre digne d'un donjon, faite entièrement de cuir noir et de câbles d'acier. Au travers de ces œuvres, nous bravons le trépas de cette terrible quête identitaire. On tâtonne, on se touche, on se déteste, nous sommes des écorchés qui errent dans les tréfonds de nos êtres. Mais un divin forgeron nous donnera des armes de verre et prendra soin de soigner nos blessures. Varenne nous guide dans un monde d'étendards évidés, de chaînes branlantes, d'écarteurs et de crochets médicaux, tout en égrénant de la lavande à la fois salvatrice, curative et irritante, à la fois remède et poison. Florian Varenne s'entretient avec Belladonna. Belladonna qu'on ne vous présente plus par la pluralité de ses événements et par sa magie. Précisons tout de même, pour les nouveaux et les nouvelles venues, que Belladonna est à la fois sorcière artiste, médium, tarologue et DJ. Cet entretien zoomesque, orchestré par le collectif PQ, a pour objectif l'échange, l'expérimentation et la création. Notre collectif est composé de Belladonna, Camille Dekayser, Lénie Gen, Gilles Lec, Milly Delerne, Sephora Manuel, Chloé Rab, Salomé Nouguered, Val Zaringer-Pierrard et Cedex. Nous enregistrons cet entretien performance et allons donc créer pendant et en aval de cette rencontre avec l'artiste. Cette création spontanée donnera plus tard naissance à la seconde édition de notre zine, qui sera focalisée sur son travail et comment cette figure contemporaine peut nous inspirer et donner naissance à divers travaux artistiques. Vous serez bien sûr vivement invités à y participer lorsque nous lancerons l'appel à contribution sur nos réseaux. Et je vais maintenant laisser se dérouler cette magnifique rencontre entre Florian Varenne et Belladonna. Hotline PQ, bonsoir. Hotline PQ, bonsoir. Ça, c'est des petits souvenirs que je dis pas trop, mais... Voici l'entretien exclusif entre Florian Varenne et Belladonna. Vous savez qui on est? Vous savez qui on est? Nous sommes PQ. Bonjour Florian, Bonjour Belladonna. comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ça va super. Alors déjà, je voulais te remercier pour avoir dit oui à cet entretien-là, d'avoir répondu présent. Et c'est un entretien qui est pour moi un peu particulier parce que c'est la deuxième fois que tu es à Groyer en résidence, enfin plus particulièrement à Fiac là en ce moment même où tu es connecté. Groyer, je suis originaire de cette ville. Et c'est une ville qui est assez particulière pour moi, que je trouve étonnante, froide, un peu peut-être à l'image aussi de ton travail à certains moments, et à la fois aussi très spirituelle.
on en parlera tout au long de cet entretien. Peux-tu, toi, t'introduire aussi à cette rencontre, à cet entretien? Comment tu te présentes? Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'avoir pensé à moi. Merci au collectif PQ d'avoir été si actif sur les réseaux comme j'aime l'être. Merci aussi à Emma donc pour toute cette magnifique, on va dire, introduction. Donc oui, j'ai fait les Beaux-Arts de Toulon. J'ai eu mon DNAP, mon DNSEP. C'était il y a fort longtemps. Par la suite, je me suis, pendant que j'ai fait mes études, je me suis dit, il manquait quelque chose. Il y avait un goût de trop peu quand on fait, on va dire, des études en art. Et je me suis très vite axé sur des conférences à l'EHESS que j'ai suivies et d'autres conférences donc à l'école du Louvre dans lesquelles j'ai un petit peu, on va dire, participé. Puis par la suite, j'ai décidé de faire un nouveau master en histoire médiévale, et de prendre comme figure tutélaire Jeanne d'Arc. On en parlera bien sûr par la suite. Et donc voilà, là j'ai eu mon diplôme, c'était en juillet dernier, pendant donc la Covid-19. J'ai pu prendre du temps pour moi et vraiment terminer, on va dire, ce master. Et par la suite, j'ai pendant un an aussi travaillé sur le projet que j'avais en tête, c'est-à-dire de commencer un doctorat. Là, je suis depuis septembre-octobre, donc j'essaye de faire mon doctorat. Je n'y arrive pas parce que je suis en résidence, mais voilà, je suis en doctorat donc à l'ULB et à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Donc, j'ai décidé de faire un doctorat en dehors de France parce que j'ai voulu justement sortir un petit peu des schémas universitaires ou artistiques français pour un peu comprendre comment la recherche européenne se présentait. Et oui, donc là, je suis en ce moment en résidence, non pas pour la deuxième, mais pour la troisième fois à Groyer, ou à Groslay, je ne sais jamais comment le dire, vu que je pense qu'il y a deux types voilà, bref. Et donc en plein dans le Tarn, dans un dispositif qui s'appelle Artistes en entreprise, qui est un dispositif étatique du ministère de la Culture, qui est ensuite repris par les DRAC, donc les directions régionales des affaires culturelles. Et les DRAC ont choisi 10 artistes et on travaille avec tous des entreprises pendant une résidence. Alors, est-ce que tu veux que je fasse un petit point sur ce que c'est qu'une résidence, ou tu veux le faire? Tu peux y aller, vas-y. Donc, une résidence artistique, ce sont des dispositifs qui ont été mis en place par l'État dans les années 80-90 et qui permettent en fait aux artistes de vivre et de produire et de faire, d'avoir un travail poussé de qualité et de recherche plastique, technique et visuelle, qui permettent donc dans plusieurs types de territoires en France, en Europe et dans le monde, pendant un temps donné, entre 1 et 6 mois, à produire une œuvre ou des œuvres qui sont par la suite montrées durant des expositions. Il y a 3 grandes résidences qui sont connues, qui dépendent donc de ce qu'on appelle les instituts français, qui sont la Villa Médicis en Italie, la Casa Velasquez en Espagne et la Villa Kujuyama au Japon. Et ça, c'est les 3 grandes résidences qui existent. Et par la suite, il y a plusieurs résidences, il y en a plus de 150 en France, et qui permettent justement pour faire vivre et travailler tout un tas d'artistes. Et là, je suis en ce moment, donc pendant 2 mois, en résidence à Groyer, et je vais montrer par la suite le fruit de toutes mes explorations, on va dire, visuelles à la Maison des métiers du cuir. C'est censé s'ouvrir en avril, mais je ne pense que ça ne s'ouvrira pas. Je pense que ça va être légèrement décalé. L'exposition est censée se tenir dans ce lieu qui est un lieu patrimonial, c'est pour ça qu'il m'intéresse vraiment. C'est pas un lieu d'art contemporain pur et dur, c'est pas un white cube, mais justement c'est une ancienne mégisserie qui a été, on va dire, transformée pour accueillir des expositions contemporaines. Et normalement, l'exposition prendrait place de avril à juillet. Justement, Florian, tu en as fait de nombreuses de résidences. Comment tu agis, toi, justement, dans cette veille par rapport, justement, à ta démarche de plasticien, et à la fois d'aller en recherche, justement? Est-ce que tu as des assistants? Est-ce que tu travailles seul? Comment tu... Alors, moi, j'ai choisi très vite de faire des résidences aussi après mes études. Enfin, très vite. J'ai mis 2 ans, mais j'ai compris que c'était mon espace de travail. Il faut savoir que les artistes, on a très vite généralement ce qu'on appelle un atelier ou un studio pour pouvoir travailler. Donc, c'est un atelier qui est géolocalisé, qui ne bouge pas trop, qui est censé être dans notre lieu de travail.
qui est censé être notre lieu de travail. Sauf pour ma part, j'ai vraiment choisi d'avoir un lieu de travail itinérant et de travailler de résidence en résidence. Donc, j'en ai fait plusieurs en France qui m'ont un petit peu amené à visiter un petit peu tout l'Hexagone, que ce soit à Pollen, c'était à Montflanquin, que ce soit à Delme, par exemple, près de Metz. J'ai aussi fait des résidences en Suisse, par exemple, dans le canton du Valais. Et à côté de ces résidences, moi aussi, je suis des projets de recherche, donc cette fois-ci qui sont liés avec mon travail universitaire, des projets de recherche donc qui sont aussi en France ou qui sont à l'étranger, comme à Hambourg avec le Goethe Institut, par exemple, où là, cette fois-ci, je suis plus amené à démontrer mon travail, on va dire, universitaire. Et c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire c'est en mêlant les deux, en ayant donc un programme grâce à des dossiers que je fais qui me permettent d'avoir plusieurs résidences, de respirer entre certaines résidences ou pas. D'ailleurs, des fois, j'arrête le samedi et puis je reprends le lundi. Donc, je suis en flux tendu tout au long de l'année. Et ma manière de fonctionner est vraiment de travailler de territoire en territoire, mais toujours avec mes recherches que je viens justement égrener dans plusieurs types de territoires. Ensuite, oui, je travaille avec plusieurs assistants, généralement qui sont là pour m'aider à faire mon travail ou pour monter les expositions. Et c'est la première fois que j'ai un assistant, Benjamin, qui lui est là pour les 2 mois, puisque j'ai un travail un petit peu faramineux, puisque je travaille là en ce moment sur le cuir, sur plusieurs types de cuir, avec vraiment une maroquinerie, puisque c'est avec plusieurs entreprises. J'y amène, en fait, je suis un petit peu un espèce de point pivot où je propose au territoire donc mon travail et mon énergie ainsi que mon univers, et je vais voir dans plusieurs entreprises avec la FIAC et avec les entreprises, enfin le centre d'art en fait qui me reçoit, et voilà, c'est un petit peu le point pivot entre mon travail et ce qu'elle peut me proposer. Et elle me propose vraiment un artisanat qui est de pointe, qui est de qualité, qui est spécialisé dans le cuir, qui est spécialisé dans plusieurs types de cuirs, des cuirs écologiques, des cuirs des nouveaux cuirs aussi par exemple, et qui m'amène un savoir-faire que je n'ai pas traditionnellement, mais que j'acquiers avec le temps. Et c'est vraiment quelque chose, c'est une collaboration. Ça aussi, c'est très important, ça fait partie donc du dispositif. Les personnes avec qui je travaille ne sont pas juste des exécutants, mais vraiment des collaborateurs pour avoir un point de vue, pour avoir une façon de travailler et pour, au final, produire certaines pièces qui vont être montrées pendant cette exposition à Groslay. Ce que je trouve particulièrement, moi, parce que tes résidences que tu as fait à Groslay, c'est vrai que ça me parle d'autant plus de par rapport à ton travail, justement, par rapport à cette reconquête de par l'art, de comment le cuir peut être réengagé finalement dans un processus artistique, de par finalement son économie qui a été complètement en fait détruite, et que toi tu reviens justement de par ton travail, justement, j'allais dire glorifier finalement ce savoir-faire et à la fois justement ce travail d'artisan du cuir. Comment tu l'envisages justement cette collaboration finalement et de ce passage finalement de ce travail d'artisanat à ton travail justement d'artiste d'art contemporain? C'est une espèce de continuité en fait. C'est vraiment chercher des personnes qui ont un savoir-faire très particulier. Alors en sachant que j'ai l'habitude de travailler avec des personnes qui ont des savoir-faire très particuliers, donc que ce soit des tissus, des textiles, de la broderie, de la perlerie, du travail du verre aussi, le travail de cuir là en ce moment. Donc tout ce qui est lié au craft en fait m'intéresse beaucoup. Alors déjà pour des raisons aussi tout d'abord propres, puisque moi j'ai commencé à travailler le tissu, à travailler donc des matières simples, et qui m'ont permis aussi de travailler le savoir-faire de la main. L'intelligence de la main, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le travail artistique, qui est poussé aussi à son paroxysme dans mon travail. C'est vraiment presque produire des objets manufacturés, mais qui ne sortent pas d'usine, mais qui sortent d'entreprises, de manufactures, de personnes qui ont un savoir-faire assez spécifique. Et dans mon cas, c'est vraiment une alliance entre le savoir-faire et la pensée que je peux avoir dans mon travail, et comment les deux s'imbriquent de manière vraiment, on va dire, symbiotique en quelque sorte, et me permettrait de fournir une alliance parfaite entre ce que j'ai dans ma tête et ce que je ne pourrais pas faire tout seul. Et l'artisanat, pour moi, c'est cette espèce de perfection que j'essaie de toucher. Et en même temps, je pense que il y a une espèce non pas de qualité, mais de savoir-faire qui est poussé à l'extrême,
qui était intéressant dans mon cas, et d'autant plus avec le verre ou avec le cuir, et qui me permet de dépasser en fait ma propre technicité, et donc qui permet d'avoir cette espèce de frontière très poreuse aussi entre le design et l'art. Et on touche à des questions dans ma génération, je parle, donc la génération 90 en ce moment, dans l'art contemporain, on travaille beaucoup sur le craft, on travaille beaucoup sur ce savoir-faire. On n'a aucun problème aussi à toucher à l'esthétique et à l'esthétisme. Moi, par exemple, j'ai une esthétique qui est poussée à l'extrême. C'est quelque chose que je questionne, quelque chose qui est sujet à beaucoup de questionnements en ce moment. Et je parle en ce moment, donc, c'est-à-dire dans la sphère artistique française et européenne, dans notre génération. On n'a pas peur du beau, on n'est pas effrayé du tout par le beau. C'est quelque chose qui est... si on produit des pièces qui sont belles, tant mieux. Si on produit des pièces qui ne sont pas belles, c'est pas très grave en soi. Mais dans mon cas, vraiment, cette recherche esthétique poussée à son summum aussi permet de traduire des questions qui sont liées dans l'ordre du temps et de notre temporalité, c'est-à-dire le design, c'est-à-dire un objet manufacturé ou non. Est-ce qu'une œuvre d'art peut se rapprocher du design ou pas? Dans mon cas, moi, j'y vois aucune problématique. Et c'est aussi pour moi cette espèce de porosité que j'ai fait pendant très longtemps avec le textile et avec les créateurs de mode, où voilà, est-ce que la mode était de l'art? Moi, c'était des questions qui m'importaient peu, puisque pour moi, j'y voyais une sorte de créativité. Après, ce sont des sphères d'influence et des sphères de contexte. Voilà, la mode, c'est un contexte particulier dans un capitalisme qui, on va dire, universel. L'art, c'est plutôt de la niche. C'est aussi des contextes de communication complètement différents. Et je pense que l'un pompe beaucoup l'autre. Donc, bien sûr, c'est la mode qui pompe beaucoup l'art. Et en même temps, je pense que maintenant, il y a de plus en plus d'artistes qui n'ont pas peur aussi de réfléchir et de penser à travers la mode, de penser à ce projet, justement, comment parler de corps, comment parler de parure, comment parler de grande échelle aussi, un vêtement qui est produit à grande échelle. Donc là, on retombe sur l'artisanat, sur des questions qui sont liées de l'ordre de la manufacture et des questions aussi qui sont écologiques, qui poussent en fait et qui nous poussent à réfléchir à ces industries poussées à grande échelle. Moi, j'avais une question par rapport justement à ce travail, collaboration, ton travail finalement de visualisation de par rapport à un projet. Comment il se construit finalement? Comment ton idée d'artiste, tu passes à justement à la conception de l'œuvre? Comment ça s'articule entre justement, comment se joue ce travail collaboratif finalement d'un projet, par exemple, de comment par exemple cette œuvre va s'influencer avec les artisans finalement. Tu peux nous parler un peu de ça, justement? C'est-à-dire? Comment tu interagis? Comment j'interagis? Ouais, justement dans ces... Alors, assez simplement, moi j'arrive, j'ai un projet en tête. J'ai un projet qui est assez fini, il est assez singulier. Et donc moi, bien sûr, j'explique le projet, j'explique ce que je voudrais, ce que je ne voudrais pas. Et les personnes avec qui je travaille, justement, les artisans et ces ouvriers qui ont vraiment un savoir-faire très particulier, très complexe, viennent tout de suite me dire si c'est possible, si c'est pas possible. Et là, on commence un travail à deux. Donc là, ils commencent à travailler la matière. Moi, je suis souvent à côté, généralement. On parle, c'est de la discussion, c'est de la recherche aussi. Ils étirent la matière, ils la travaillent. Moi, je leur dis ce que je voudrais, surtout ce que je ne voudrais pas, parce que je sais souvent ce que je ne veux pas. Et c'est vraiment un travail. C'est juste pas des exécutants. J'essaye au grand maximum de ne jamais travailler avec un exécutant, quelconque, je veux dire, dans ces cas-là, j'aime bien qu'il y ait un retour, j'aime bien qu'il y ait vraiment une porosité, un échange assez fort. Et le travail se met en place. Alors, pour le verre, j'aime beaucoup, par exemple, le verre parce que c'est quelque chose qui se travaille très vite. C'est une des matières les plus belles qui soit, puisque une pièce en verre, ça se fait en 2 heures. Après, l'assemblage, lui, se fait en 1 semaine, mais le verre a cette capacité d'avoir une fulgurance dans sa forme. Et moi qui suis excessivement impatient, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, il y a cette espèce de célérité qui se met en place. Et là, il y a ce geste, le geste de l'artisan, qui lui arrive très vite, qui est vraiment parfait, puisque des fois, il rentre même dans ma tête. C'est assez dingue. J'ai l'habitude de travailler, par exemple, au CIAV, donc le Centre international d'art verrier de Meisenthal. Je travaille avec un des artisans, un des maîtres verriers qui tout de suite en fait a compris mon travail, tout de suite a vu les tenants et les aboutissants et on a tellement une discussion assez poussée qu'il arrive tout de suite à comprendre ce que je veux, ce que je veux pas. Donc il s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend. Moi, je remets des tangentes aussi quand il y a des choses qui
dans le design qui ne m'intéresse pas, dans la forme. Quand je parle de design aussi, dans mon cas, c'est-à-dire de visualité, de forme. Ce n'est pas de design dans le terme on pourrait dire, de dessin. Et donc, ce travail collaboratif aussi, il arrive donc là quand c'est ce que j'appelle des tête-à-tête avec les maîtres verriers, ou quand c'est des tête-à-tête, ou alors où là, il y a le travail du cuir, par exemple, c'est un travail en groupe. C'est ça qui est très beau aussi, c'est qu'on a une chaîne de confection qui arrive de A à Z, et moi, je suis au travers de ces chaînes, je suis là tous les jours, je viens poser le dessin, faire les prototypes. Je vois donc, par exemple, avec Philippe Serre, c'est un des maroquiniers avec lesquels je travaille, on est vraiment main dans la main et pour travailler, pour faire ce qu'il faudrait arriver. On essaie de trouver des solutions. Moi, je suis très têtu, donc généralement, ils me proposent des solutions qui ne me conviennent pas. Donc, j'essaye de proposer d'autres solutions ou de les imposer. Ça arrive aussi, hein, attention, c'est ça aussi le travail d'artiste, c'est d'avoir quelque chose de l'artiste, avoir quelque chose dans la tête et essayer de s'y coller le plus possible. Ce qui des fois pose problème parce que je m'aperçois qu'il y a des non-possibilités. Ce qui se passe dans la tête ne se passe pas en vrai. Et c'est comme ça que j'aime travailler. Alors après, c'est vraiment des projets spécifiques en entreprise, avec des résidences en entreprise ou des résidences avec lesquelles je fais appel justement à des savoir-faire. Et sinon, je travaille souvent tout seul aussi, à des projets qui sont plus longs, plus compliqués, voire même qui me demandent des efforts aussi un petit peu plus denses, par exemple comme la pièce qui s'appelle, là que j'ai en tête, Prophylaxie. C'était des carrés de PVC découpés dans laquelle en fait je viens inclure des graines de lavande et qui fait plus de 3,50 m de hauteur. C'est un espèce d'énorme bas-relief. Voilà, ça c'est un projet qui est très long pour moi parce que c'est quelque chose qui a cette répétition du geste aussi est très monacale dans mon cas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un geste répété plus de 1000 fois, jusqu'à même 10 000 fois par exemple, et qui donne une forme par la suite, mais dans lequel le geste est intégré. Le geste ici, c'est de couper, de rifter, d'assembler, dégrainer. Ce geste répétitif, ensuite, il donne une forme à ce qui s'est passé justement dans cette idée-là que j'avais dans Prophylaxie, c'est-à-dire de travailler sur la lavande. Pourquoi la lavande? On en parle un petit peu après, mais c'est le végétal dans mon travail est quelque chose qui vient de naître, qui vient d'éclore, on peut dire ça, et qui amène à des questions justement sur des questions qui sont liées de l'ordre du soin. Et c'est un soin qui est plutôt dit traditionnel, que je viens par la suite mettre en tension avec un soin plutôt institutionnel. Donc là, c'est cette espèce de convergence entre la médecine et le médical, la convergence entre on va dire le soin des grands-mères. Ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, ou le soin justement qui sont liés à la campagne, le soin qui sont liés aussi aux sorcières, le soin qui est lié aux femmes, qui a été très longtemps mis de côté et qu'on retrouve beaucoup et de plus en plus dans la phytothérapie par exemple, et un soin qui est activé de manière différente et qui de nos jours pose problème dans l'ordre institutionnel médical, et où le corps est complètement oblitéré, n'existe pas, et où seule la maladie et on va dire les épisodes de cette maladie sont visibles. Moi, j'arrive et j'essaie de questionner un petit peu les deux de manière un peu frontale. Et justement, Florian, comment justement tu disais que le végétal vient d'éclore, comment tu en es arrivé de ce travail du médiévalisme à justement à passer par l'amour courtois, enfin tout ça, le genre, et aujourd'hui, on est quand même dans une démarche quasi sorcelleuse. Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là, mais déjà, le médiévalisme a pris... alors, le médiévalisme, c'est vraiment un courant, c'est le nom que porte un courant qui est né à partir du 19e siècle et en fait qui s'est intéressé aux échos de l'époque médiévale, et ces échos en fait ont été réinterprétés de manière artistique dans la littérature, dans la musique, dans la peinture. Par la suite, au XXe siècle, il est arrivé aussi dans le cinéma. Il est arrivé avec, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, toutes ces choses-là. Et moi, je l'ai récupéré parce que, enfin, j'ai pas récupéré, je me suis intéressé à l'époque médiévale. Je me suis intéressé à l'époque médiévale surtout dans ses représentations et dans sa visualité.
c'est-à-dire la représentation qui sont liées aux armures des chevaliers, les représentations aussi avec tout ce que Hildegarde de Bingen pouvait laisser, donc qui est une moniale qui s'est intéressée aux soins. Et je les ai taris par la suite, je les ai travaillés, je les ai repris, et c'est comme ça que je m'inclus en fait dans le médiévalisme au XXIe siècle. Je m'inclus dans ce courant, et petit à petit, j'essaye de pousser justement toutes ces questions qui sont liées au corps, puisque dans mon travail, tout est une question de comment on peut représenter le corps sans jamais le montrer, par des extensions, par des appareillages, par un système qui est lié à la parure, et par un système aussi, par la suite, qui commence à soigner ce corps, un corps invisible qui doit être soigné. Donc, les instruments médicaux sont arrivés assez facilement dans mon travail, puisque c'est un système d'appareillage qui vient contraindre, disséquer, scalper, déchiqueter le corps, mais pour le soigner. Et par la suite, les plantes sont arrivées l'année dernière, je crois en 2019, petit à petit. Ça faisait un moment que je les avais en tête. Ça faisait un petit moment que j'avais une plante en tête. Moi, que j'appelle la reine des plantes, c'est la lavande. La lavande a cette particularité, donc est une plante française méridionale, qui pousse aussi en Angleterre, en Allemagne, en Italie, mais qui est vraiment une spécificité française et qui a des des vertus qui sont assez grandes. Elle est antiseptique, elle est antispasmodique, elle est relaxante, elle a des vertus aussi pour la dépression, elle a des vertus cicatrisantes. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé aux vertus des plantes et de fil en aiguille, je me suis intéressé aussi à comment les plantes, elles étaient utilisées au Moyen-Âge, pourquoi elles étaient utilisées, à quel moment, est-ce qu'il y avait des référentiels autres, est-ce qu'il y a une discontinuité dans cette référence aux plantes, dans cette utilisation des plantes. Je parle de discontinuité bien sûr temporelle sur les corps, c'est-à-dire est-ce qu'on soignait pareil au XVIIe, au XIXe, au XXe. Il s'avère que non, bien sûr, sauf que là, en ce moment, on a un gros retour à la phytothérapie, aux remèdes de grand-mère, des remèdes de grand-mère qui, moi aussi, m'intéressent beaucoup, puisqu'en fait, c'est vraiment dans un corps qui a été pendant très longtemps oublié, et là qu'on arrive à reprendre goût. Et c'est comme ça que le médiévalisme, c'est dans mon travail, a surgi, et que le care, donc le care, c'est une notion assez galvaudée, donc c'est vraiment ce rapport aux soins dans l'art contemporain, qui est surtout arrivé par justement les études féministes à partir des années 70-80. Et c'est vraiment les femmes qui ont commencé à... Enfin, quand je dis les femmes, c'est on va dire, plusieurs groupes de femmes et plusieurs chercheuses qui ont mis, on va dire, en avant ce rapport médicinal. Et moi, j'ai beaucoup lu justement sur le care. Qu'est-ce que c'était que le care? Donc, c'est cet appétit du prendre soin aux autres, de vivre avec les autres, de l'altérité tout simplement, et comment on pouvait, à partir de là, faire des ponts. Et je dis des ponts, c'est-à-dire des ponts avec le Moyen-Âge, bien sûr, et des ponts avec le médical. Parce que pour moi, tout est intrinsèquement lié. Et petit à petit, ça s'est un petit peu mélangé, on va dire, une espèce de fusion entre tout ce que je pouvais égrener du Moyen-Âge, tout ce que je pouvais étirer, tout ce que je pouvais prendre, que ce soit aussi dans des rapports de guerre. Tout mon travail aussi, une partie de mon travail est liée à la guerre, comment elle est vue, comment elle est transposée. Et qui dit guerre dit corps, qui dit corps dit par la suite obligatoirement blessure, qui dit blessure dit guérison. Et c'est là aussi que tout mon travail commence à avoir une certaine logique. Et la lavande, elle est arrivée parce qu'elle a des vertus qui sont antiseptiques, elle a des vertus qui sont cicatrisantes. Et en même temps, c'est une des rares plantes, on va dire, qui, quand elle meurt, quand elle décède, a une attractivité olfactive des plus puissantes. Et aussi, ça nous fait penser, qui dit lavande, dit les petits bouquets de grand-mère qu'on fout dans nos armoires, qui égrènent notre quotidien. Et voilà, c'est aussi ce rapport de quotidien, de souvenirs et de souvenance. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mon travail aussi, c'est un énorme travail de mémoire, de comment la mémoire aussi est rétroprojetée dans notre quotidien, comment aussi la mémoire fonctionne avec les souvenirs avec les odeurs, d'où la lavande. La lavande, c'est aussi une plante qui est extrêmement puissante. Une de mes pièces, par exemple, qui s'appelait Mille fleurs,
qui était un parterre de lavande, a été que j'ai testé, que j'ai montré il n'y a pas très longtemps à Delme, où dans ma tête, par exemple, moi je pensais que la lavande c'était violet. Je me suis dit, ah, c'est une plante violet, c'est une plante bleue, c'est trop bien, je vais récupérer la lavande, ça va être bleu. Là, donc, j'ai travaillé sur ce stéréotype. Quand j'ai récupéré la lavande, en fait, c'était un tas tout gris. Et parce qu'il faut savoir que les fleurs sèchent et les lavandes qu'on a généralement exposées, les bouquets de lavande séchés, c'est de la fausse lavande ou c'est de la lavande qui est, quand je dis fausse, c'est-à-dire qu'elle est teintée. Donc, moi, j'ai récupéré cette lavande et je me suis beaucoup intéressé à son odeur qui est très relaxante et en même temps très forte. Et petit à petit, j'ai récupéré 40 kilos de lavande que j'ai égrenés au sol. Je les ai égrenés au sol comme à l'époque médiévale. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans les maisons du XIIe au XIVe siècle, je pense même avant. La lavande était une des plantes que l'on laissait au sol pour la senteur, pour le côté antiseptique. Et là, j'ai décidé de faire la même chose dans un white cube cette fois-ci, et de pouvoir laisser les regardeurs marcher sur ce tapis en fait qui était assez immense. Sauf que en marchant dessus, en fait, on fait éclore les bulles olfactives et ça devient hyper agressif. Et plus on marche sur le tapis, plus en fait c'est très agressif pour les yeux et pour la gorge. Et voilà, c'est aussi une des ambiguïtés de mon travail, c'est de démontrer comment quelque chose de séduisant par l'olfactivité ou par la visualité peut être aussi très agressif et très menaçant. Et petit à petit, voilà, la lavande, elle a pris ce chemin dans mon travail et je pense qu'elle ira encore de plus en plus loin. J'ai envie de tester vraiment des parterres immenses de lavande ou des espèces vraiment de montagnes, quelque chose qui a trait aussi au souvenir, à l'odeur, à la forme. C'est quand même, on dirait de la morora. Moi, ça me plaît beaucoup, cette espèce d'analogie. Et comment petit à petit, dans l'art contemporain, on n'a plus peur des matériaux végétaux. On n'a pas eu peur des matériaux végétaux, puisque avec l'Arte Povera ou avec Paul Goncalves, par exemple. Mais c'est quelque chose qui arrive aussi de plus en plus parce que ça transporte des questions écologiques, des questions liées à l'anthropocène, des questions qui ne sont pas forcément dans mon registre, mais qui, de facto, le sont quand je travaille avec des matériaux qui poussent justement à cette réflexion. Justement, moi, ça me fait tout ce que la lavande, c'est particulièrement, oui, c'est comme tu disais, il y a cette notion aussi de poison. Oui. Justement, comment tu en viens à la protection de ce poison? Est-ce que tu l'envisages de par rapport justement au bouclier, à l'arme, à la masse d'armes, par exemple? Comment tu l'envisages justement parce qu'il y a quand même ce rapport aussi de la protection, du safe, et de comment tu l'envisages? Est-ce que tu l'introduis justement de par la figure, par l'archétype Jeanne d'Arc aussi qui définit aujourd'hui, qui peut définir la sorcière, enfin justement cette figure transgressive. Comment tu l'envisages justement Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. C'est intéressant ce que tu as dit sur le poison. Mon travail, en fait, articule un concept qui s'appelle le pharmacone. Le pharmacone, donc, qui est un remède qui, avec des doses qui sont plus ou moins fortes, devient un poison. Cette double antinomie, moi, m'intéresse beaucoup, justement, dans mon travail, puisqu'on est dans l'agression et dans la séduction, on est dans la menace, en même temps, on est dans l'attraction. Et le pharmacone arrive depuis 2-3 ans environ dans les recherches et prend une ampleur de plus en plus grande, justement, avec cette dimension curative de la guerre. Pourquoi la guerre, une fois de plus, c'est mon rapport au Moyen-Âge, et qui dit Moyen-Âge, des stéréotypes, les stéréotypes de la violence, et de la violence qu'on retrouve aussi dans le milieu médical. Il ne faut pas oublier qu'on découpe des chairs, on ouvre des corps. C'est toute cette antinomie que j'essaie de mettre en place petit à petit avec ce pharmacone, donc la dimension curative de la guerre ou la dimension violente du médical. Et petit à petit, en jouant sur ces stéréotypes et en creusant de plus en plus sur tous ces attraits, j'en viens à récupérer des matériaux, dans mon cas, qui touchent à cet appareillage du corps. Et les matériaux médicaux sont arrivés très, très rapidement aussi. Donc, je travaille avec des écarteurs. Donc, ce sont des écarteurs de chair. Je travaille avec des scalpels, des choses qui ouvrent, mais qui sont montrées de manière très douce, de manière très froide, avec beaucoup de recul. Donc, une fois de plus, on est dans un pharmacone qui est pensé. Et dans la seconde partie de ta question,
On va dire qu'il y a ce rapport de care et de self-care. Parce que tu parlais justement de protection, d'armure, d'armement. Et c'est aussi des questions qui sont liées au XXIe siècle. On est dans une société où la violence n'a jamais été aussi dure et surtout aussi montrée. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir qu'il y a 100 ans auparavant, on avait la dimension violente et ultra-violente de notre société qui passe par les armements, qui passe aussi par une violence du quotidien, une violence intime, n'était pas aussi, on va dire, n'avait pas cette capacité à être autant mise en avant, parce que les médias étaient différents, parce que les cercles de parole étaient différents. Et moi, c'est aussi cette mise en abîme qui m'intéresse dans la violence et dans cette protection de la violence. Comment elle peut être protégée? Comment elle peut, je parle de la violence en elle-même, hein. Est-ce qu'elle peut être protégée? Est-ce qu'elle peut être montrée? Est-ce qu'il y a une dimension antinomique de cette violence? Comment la montrer de manière différente? Dans mon cas, par exemple, avec la lance de joute en verre, ça reste une lance de joute d'apparat, mais qui sert à faire la guerre, donc qui est excessivement fragile. Donc là, on rentre dans le catharsis pur, on rentre dans des pulsions de vie et de mort, donc là, c'est très freudien. Donc, en termes de philosophie, c'est quelque chose donc, qui anime tout mon travail. Voilà, par exemple, là, avec cette pièce qui s'appelle La Meute, qui était une pièce qui est assez forte visuellement et une pièce qui était réalisée au service réanimation juste avant le Covid, de janvier à mars 2020. J'étais en résidence à l'hôpital de Chambéry. Et je me suis intéressé en fait à cette trinité entre la famille, le patient et le médecin. Et comment le patient, en fait, était l'analogie d'un chevalier. Comment il souffrait, comment il était en même temps appareillé, comment il apparaissait au monde. Et donc, moi, j'ai choisi des muselières aussi, de manière anthropomorphique, de parler de corps, non pas de corps humain, mais des corps qui touchent à l'animal, mais qui pourtant sont des corps vivants, que je viens par la suite protéger avec des fragments d'armure qui sont en PVC, que j'ai retravaillés et qui donnent plusieurs formes qui sont liées à des stéréotypes qu'on a l'habitude de voir. Des mitres, par exemple, de pape. On a aussi des bouts d'armure qui sont liés à la chevalerie du XIV ou du XVe siècle. Et en même temps, j'y viens y passer plusieurs tubes. J'y viens y mettre plusieurs crochets qui sont de l'ordre du médical. J'y viens aussi adjoindre des tubes médicaux. Et cette espèce d'agrégat d'éléments donne à voir cette espèce d'armure transparente, hyper fragile, en même temps très menaçante et violente, et qui parle de cette protection. Enfin, dans mon travail, j'essaye vraiment de faire interagir ces questions aussi de protection et d'ornementation. Voilà aussi, c'est quelque chose de très, on va dire, qui est assez inhérent à mon travail. J'en viens justement à l'amour. Justement, par rapport au poison, au filtre, enfin tout ça, l'olfactif, tout ça, ça me fait penser vraiment à cet amour, justement. Tu parles d'amour courtois dans ton travail aussi. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Bien sûr. Quand on parle de guerre, on parle aussi d'amour. Tu vois, c'est quelque chose, ce sont des face-à-face, c'est des tête-à-tête, c'est des prises de tête, des prises de main. Parler d'amour, c'est aussi parler de représentation de genre, c'est aussi parler de corps, c'est de toutes ces représentations. Je suis très intéressé par les modalités amoureuses au XXIe siècle. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et dans la temporalité encore plus. Par exemple, comment on pouvait aimer Alors, pour le coup, c'est très loin. Moi, je me pose des questions. Des fois, je me dis, mais comment l'amour pouvait exister à la préhistoire? Comment l'amour pouvait se montrer au Moyen-Âge? Comment l'amour pouvait être caché? En fait, c'est ce jeu de cacher, de montrer, de représentation. Moi, m'intéresse beaucoup. Surtout que l'amour a cette particularité. Dans mon cas, c'est de pouvoir être représenté et surtout, je pense que c'est ce qui irrigue l'art, en fait, de manière assez puissante. Donc, dans mon travail, c'est des questions qui sont liées aux représentations de genre aussi qui m'intéressent beaucoup. C'est-à-dire que ce soit surtout avec mes étendards, par exemple. C'est là l'une des pièces qui traduit le plus ce rapport amoureux. Pour moi, donc, à la base, les étendards sont des objets qui sont symboliques, donc qui traitent d'une famille, qui mettent en place ou qui montrent un pays, qui montrent une entité, qui montrent un groupe, quel que soit le genre de groupe. Et donc, il y a un rapport de belligérance aussi, de montrer en fait une entité, un groupe, ce rapport de face à face. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup aussi avec les étendards, c'est de l'ordre de la revendication. En ce moment, on entend et on voit donc une multitude d'étendards dans toutes les sphères donc des groupes LGBT+. Moi,
j'ai décidé au bout d'un moment de m'intéresser à cette colorimétrie. Comment la couleur, par la suite, démontre d'un genre, de stéréotypes de genre. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Pour moi, c'est assez obsolète, surtout de plus en plus avec la recherche d'un de mes amis qui s'appelle Kevin Bido, donc qui fait une thèse sur le rose et qui démontre que le rose n'est pas essentiellement lié à des questions féminines, mais qui embrase au contraire des questions du spectre du genre et qui aussi amène à se penser, qui amène aussi à penser à des questions historiques et des questions qui sont liées, dans le cas du rose, à des discriminations. À partir de là, tout ce codex de couleurs, moi, m'a beaucoup interpellé dans ces drapeaux, des drapeaux qui fixent aussi des identités, des drapeaux qui fixent des statements. Donc, je trouve que c'est assez, dans mon cas, réducteur, puisqu'en fait, un drapeau ne suffit pas. Donc, on a des drapeaux qui surgissent de plus en plus. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la multiplicité, le drapeau trans, le drapeau queer, le drapeau féministe. Moi, ça a été assez simple. Je me suis dit, en fait, c'est bien beau toutes ces couleurs, mais comment toucher ce spectre de couleurs qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et Dieu sait que j'ai horreur de la couleur, hein. Je m'habille en noir, mon travail est très souvent en noir et blanc. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui est intéressant. Comment traduire la couleur de manière beaucoup plus forte? Comment traduire la couleur dans un spectre, mais qui permettrait de les voir tout en même temps? Et petit à petit, j'ai travaillé sur cette iridescence. Et l'iridescence, donc le goniochromisme, en fait, le goniochromisme, c'est comment un objet, en fait, peut changer de couleur avec un angle de la lumière différent. Et donc, l'iridescence est arrivée petit à petit, et ces étendards que j'ai décidé de faire avec des bandes iridescentes qui, justement, permettent de parler d'identité ou de représentation de genre, et en même temps, les annihilent complètement. C'est ça aussi et parler d'amour, c'est aussi parler de couleur, et c'est parler de représentation. Parler d'amour, c'est aussi parler de corps, sauf que dans mon travail, étant donné que le corps n'est pas montré directement, mais indirectement par un système qui est lié à la parure, hein, par un système qui est lié à cette parade. Là, on a une parade justement militaire de par les étendards, par la parade amoureuse aussi, par la parade nuptiale, ou par l'appareillage corporel qu'on retrouve avec la chevalerie, avec les armures, ou l'appareillage corporel qu'on retrouve avec les éléments médicaux. Et quand on parle d'amour, ça rejoint aussi, tu vois, les questions qui sont liées au care, c'est des questions qui sont liées à l'altérité. Et parler d'amour, voilà, c'est comme ça que moi j'envisage l'amour dans mon travail. C'est des questions d'altérité, des questions aussi de matériaux. Ça aussi, c'est très important. Des matériaux qui sont séduisants, qui reflètent la lumière, qui sont reluisants. Et aussi, c'est dans mes recherches, justement, avec l'amour courtois, c'est quelque chose, moi, qui me plaît énormément. Donc, l'amour courtois, c'est, pour revenir un petit peu dessus, ce qu'on appelle le fin amour, qui a commencé à prendre place à partir du XIIe, XIIIe siècle, et en fait, qui étaient des rituels assez complexe à comprendre de prime abord, puisque un chevalier pouvait séduire la femme d'un autre chevalier, mais cette fois-ci qui était uni. Donc ce sont des rapports on va dire, intra-cercles familiaux, cette séduction d'un chevalier avec une femme mariée. Et en même temps, il y a tout un tas de rituels qui vont avec cet amour courtois. On a ce désir qui arrive très vite, donc on a un épanchement du désir, mais c'est un désir pour un objet qui ne sera jamais consommé, qui ne sera jamais compris, qui ne sera jamais touché. Et ce rapport de tension dans mon travail, voilà, par exemple, Fin Amour était l'exemple le plus flagrant. Cette lance de joute en verre qu'on retrouve, sur laquelle je viens y mettre une mandorle. Une mandorle, c'est une vulve et une auréole virginale et aussi donc vaginale, qui est une forme typiquement médiévale. Le Christ, par exemple, est très souvent montré autour de mandorle ou la Vierge. Et en fait, c'est une grosse vulve. Et moi, dans mon travail, justement, je me joue aussi de ces représentations qui sont une fois de plus de représentations de genre, mais qui, avec les époques, sont montrées de manière différente. La lance de joute étant pour moi un phallus en érection des plus remarquables et qui amène à une arme de guerre, une arme de représentation. Et moi, j'ai voulu traduire ce sentiment amoureux, tu vois, cette espèce de joute entre un homme et une femme avec cette arme que je viens de travailler en verre. Donc, ce rapport de transparence, ce rapport de fragilité. La lance de joute, c'est un petit peu cette matrice pour moi qui me permet de parler de tout ce questionnement.
ces questionnements entre l'homme et la femme et cette espèce de rapport de tension amoureuse, mais des plus, pour ma part, des plus belles, des plus fragiles aussi, des plus incomprises. Et c'est ce qui me permet aussi de réunir le sexe. Ça aussi, c'est très important, parce que quand on étymologiquement, en latin, le sexe, c'est secare, ça veut dire ce qui sépare. Et moi, avec cette lance de joute, j'essaye de réunir, justement. Réunir dans quelque chose de fragile, tout en étant aussi imposant, belliqueux, et en même temps très séduisant. Et justement, par rapport à cette sexualité, on identifie souvent ton travail ou on l'associe souvent au BDSM. Est-ce que toi, tu peux revenir sur ça? J'aimerais justement que toi, tu parles de ça, parce que c'est vrai que nous, on s'est rencontrés, on en a discuté un petit peu, mais j'aimerais que justement tu éclaires ton travail sur ça. Bien sûr. J'ai souvent été... on a souvent mis des mots sur mon travail, sur le bondage, sadomasochisme, même avec les étendards, par exemple. Les étendards reprennent ce système de harnais qui est cette fois-ci distendu, mis au mur. Moi, ce qui m'intéresse dans le bondage et le sadomasochisme, c'est non pas les rituels et la pratique, mais c'est l'esthétique. C'est l'esthétisme poussé à son paroxysme. Un esthétisme qui passe justement donc par le cuir, qui passe par la bande de cuir, qui passe par cette espèce de filet, par ces assises, cette monstration des corps aussi, des corps nus, mais qui sont contraints. Le sadomasochisme me permet aussi de parler d'altérité, de me parler de corps, de me parler des autres, de parler de fonctions amoureuses, de fonctions sexuelles, sans jamais le montrer. Et moi, c'est vraiment l'esthétisme du sadomasochisme. Il ne faut pas oublier non plus que les harnais, c'était des objets qu'on mettait sur les chevaux au début et qui, par la suite, ont été récupérés pour parer un corps humain. Et c'est aussi un rapport qui est lié au latex, qui est lié à plusieurs matériaux divers que moi j'aime beaucoup dans mon travail parce que ça reluit, il y a un effet lumineux qui est moi je trouve en fait, j'ai pas peur de dire que je trouve ça assez beau, ce rapport de matière, ce rapport de couleur, ce rapport aussi de forme, mais qui dans mon cas est poussé à l'extrême. Et le sadomasochisme en soi ne m'intéresse pas, mais la monstration du sadomasochisme, et d'autant plus depuis que la mode l'a récupéré, on a un gros tournant dans les années 2010 sur le sadomasochisme, mais dans ces cas-là, on reprend dans les années 90 avec Madonna. Donc, le sadomasochisme amène à la provocation, le sadomasochisme appelle à montrer aussi l'intimité dans l'extériorité. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Et le BDSM aussi, cette esthétique BDSM, donc, moi que je récupère, et me permet aussi de parler de matière. Tu vois, c'est vraiment ce rapport de lumière, sur le cuir aussi. Quand j'ai utilisé le cuir, tu vois, il y a un rapport aussi de la parure, de la vêture que moi je reprends pour faire un espèce d'énorme mur de cuir que j'appelle Delectatio Morosa, qui fait partie d'un des rituels de l'amour courtois. Donc voilà, petit à petit, j'ai une espèce de boucle que je forme et qui tourne en rond, mais en même temps que je contrecarre. Tu vois, ce cuir que j'ai utilisé, c'est pas un cuir tendu, c'est un cuir qui est matelassé, c'est un cuir qui est doux, c'est un cuir qu'on peut toucher, qui est reluisant, sur lequel on pourrait s'étendre. Ça aussi, c'est des questions, tu vois, dans mon travail, c'est esthétique et en même temps matériel. Et par rapport à ce travail, je voulais savoir, Florian, est-ce qu'il y a une dimension justement, alors c'est peut-être tiré par les cheveux quand je vais utiliser ce terme-là, mais de soin à soi, j'allais dire de comment tes œuvres interagissent avec toi, justement. Est-ce qu'elles naissent de par rapport à des expériences vécues? Est-ce qu'il y a besoin de soins personnels, autobiographiques, en fait, cette démarche-là, tu vois, d'automédicamentation, tu vois, de sorte à ce que le rituel soit fait finalement par l'initiateur ou l'initiatrice? Alors, c'est du self-care, ça, c'est ce qui me protège. C'est comme un bouclier, un athéfield, en fait, cette espèce de bouclier que je mets en place. Ta question, elle est vraiment intéressante et elle s'est posée aussi il n'y a pas très longtemps dans mon travail, cette question donc, de la protection et de la violence qui, bien sûr, interagit avec. Ma mythologie personnelle n'est pas encore assez puissante pour me poser des questions. Est-ce que mon travail a des vertus curatives, en quelque sorte, pour moi-même? Généralement, oui. On ne va pas se le cacher, tous les artistes ont une pratique curative par leur travail. Ça soigne des blessures, ça soigne des pétocasques qui ont été, oui ou non, altérés, oui ou non, qui ont été mis en avant.
ce rapport thérapeutique est très important. Moi, par exemple, j'ai une de mes grandes artistes que je chéris, c'est Louise Bourgeois. Et là, c'est sûr, on est dans une mythologie personnelle qui est très puissante. Et la question que tu poses, et je pense qui est aussi que tu soulèves et que je continue, c'est comment on arrive par la suite, mon self-care, donc c'est-à-dire ce rapport aux soins. Alors, mon rapport aux soins aussi, là, il est assez intéressant puisqu'il provient de ma mythologie personnelle, vraiment de mon noyau dur avec ma maman. Ma mère est infirmière et je me suis toujours intéressé au domaine du soin. J'ai toujours vu, ça c'est des petits souvenirs que je dis pas trop, mais depuis que j'ai 3-4 ans, je vois ma mère partir à l'hôpital en tenue blanche. Et moi, j'ai toujours fantasmé l'hôpital. Et moi, ma mère, c'est une super héroïne, en fait. Tu vois, elle soigne des gens. Et pour moi, le soin, c'est le vrai héroïsme, c'est soigner. C'est pas combattre. Même si, dans mon travail, ces questions qui sont liées à l'héroïsme et qui passent par ma mythologie personnelle et passent par mes souvenirs. Il faut voir ma mère qui s'habille en blanc tous les soirs, parce qu'elle travaillait de nuit, bien sûr. Et ce rapport aux soins, c'est aussi combattre la maladie, les maladies, ce rapport assez puissant. Puis je la voyais revenir tous les matins, tu vois, mais je te passe les détails, des fois avec des taches de sang, des fois avec tout un tas d'objets dans les poches qui étaient liés à son travail, et des objets qui étaient vraiment forts, vraiment violents, et que j'ai par la suite récupéré. C'était comment configurer, comment réfléchir à ce type de souvenirs, et comment ces souvenirs sont aussi curatifs et comment ils interviennent dans mon travail. Et c'est de par mes souvenirs, de par la prédilection de mes matériaux que j'emploie, que ce soit des matériaux médicaux ou des matériaux très fragiles. J'emploie souvent des pièces en verre, des perles, ou au contraire extrêmement durs ou malléables. J'emploie beaucoup d'aciers chirurgicaux, j'emploie beaucoup de cuir aussi. Et ce self-care, j'essaye d'y mettre on va dire voilà, par exemple, une forme assez violente, et comment elle peut par la suite parler aussi. Tu vois, c'est comment on sort en fait du travail vraiment de l'artiste pour toucher cette fois-ci au regardeur ou à la personne autre qui vient y mettre un regard et un discours différent. Merci Florian pour avoir répondu à tout ça là. Et je voulais passer sur autre chose, mais sur une dimension plus spirituelle peut-être, même si on a évoqué de loin et des fois de près, justement, ce rapport, j'allais dire, médiumnique, la notion de médium, l'absence, justement, mais qui intervient de par, justement, une forme d'incantation. Est-ce que tu vois une forme d'incantation à ton travail? Un appel au corps, un appel, justement, à des archétypes? Enfin, c'est tiré par les cheveux peut-être, mais non, je comprends. Moi, en tout cas, ça m'évoque ça. Ce que tu veux dire par spirituel, et c'est des questions qui sont tout à fait légitimes, c'est qu'effectivement, moi, j'engage des questions sur le sacré dans mon travail. C'est des questions, alors, ce qu'on appelle spirituel, ce que tu peux appeler sorceleur, ce qu'on peut appeler religieux, ce qu'on peut appeler différentes dénominations. Dans mon travail, il y a cette dimension sacrée qui est infiniment présente, justement parce que le corps n'y est pas. Et je propose en fait des ex-voto, où je propose des reliques à voir. Les reliques donc sont des morceaux de corps qui n'existent plus, et des ex-voto sont des objets qui permettent de remercier d'un certain vœu accompli. Alors là, bien sûr, c'est tiré par les cheveux, mais le sacré, il arrive aussi dans la monstration de mes formes, comment elles sont mises au mur, comment elles sont laissées dans l'espace, comment j'arrive à toucher avec des symboles très forts, comme la mandorle, qui est pas une forme excessivement sacrée, que j'aime beaucoup travailler dans mes recherches. C'est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, parce que on est dans cette forme qui a donné la vie, dans cette forme virginale, vaginale, dans une ouverture. C'est la carte du tarot du monde aussi, tu vois, pour aussi en parler assez directement. C'est ce qu'on retrouve au-dessus des églises. C'est la mandorle, c'est quelque chose qui, moi, je suis passionné par toute cette esthétique. Une de mes pièces maîtresses, d'ailleurs, quand je suis sorti, qui s'appelait l'Hiérarque, était pour moi une pièce qui touchait au sacré. C'était un col de vesque masculin que j'ai décapité, que j'ai recousu, que j'ai tendu au mur, et qui donnait cette espèce de mandorle mise en tension.
Et le côté sacré, tu vois, il arrive aussi dans mon travail avec le médiéval, donc avec des questions qui sont de l'ordre aussi des matériaux, qui sont de l'ordre des stéréotypes qu'on rencontre aussi. On a ce stéréotype très fort du Moyen-Âge qui est soit lumineux, soit bouseux, avec un Moyen-Âge qui est très religieux. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a ces formes que j'essaie de traduire dans mon travail sont complètement mises à mal aussi. Et oui, là, par exemple, c'est vrai que ce rapport au corps et au religieux, il intervient beaucoup aussi dans ce que j'appelle mes trophées, avec la pièce Iris, par exemple. Dans sa symbolique, tu vois, c'est une panoplie d'éléments médicaux, donc que je viens sacraliser justement par sa transformation, par sa mise en espace, par sa mise en lumière, par la forme que je lui donne. Donc là, on est dans l'ordre du trophée, et qui amène aussi à avoir une espèce de fleur écorchée, une iris, une orchidée. Donc on a dans une ambivalence vraiment une ambivalence de la forme de sa visualité, et cette espèce de douceur incarnée par les tuyaux, par ce matériau transparent arrive et se contrecarre par justement les scalpels et les pinces. Et là, moi, je fais appel aux archétypes. Et qui dit archétype dit sacralité. Là, on est vraiment dans un propos jungien, parce que tu parlais aussi de Jung, donc de psychanalyse. Moi, Jung, par exemple, est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup parce qu'il parle de synchronicité. Donc, comment les choses se répètent dans le temps. Le médiévalisme en étant quelque chose le plus intrinsèque, ou comment le sacré intervient et par la suite se symbolise, que ça soit dans mon travail avec les formes vides, avec les formes pleines. Et c'est drôle qu'on parle de ça, parce que je m'intéresse de plus en plus à l'encens. Et l'encens, dans l'art contemporain, c'est quelque chose qui traite, c'est comment traiter d'une immatérialité matérielle. Et l'odeur est quelque chose d'infiniment puissant, je pense. Et il y a tout un tas de rituels, ou les rituels qui sont liés à la mort aussi. Moi, c'est quelque chose, la thanatopraxie m'intéresse beaucoup, parce que les rituels mortuaires sont complètement différents des époques, des unes des autres. Et là, on arrive justement petit à petit en Occident à traiter le corps défunt comme juste un tas de chair, et qui n'est plus ritualisé. Il y a quand même un rituel, mais qui est tellement décorporalisé que ça en devient, à mon sens, triste. Tu vois, médicalisé, poussé à l'extrême, aseptisé. Faut pas. C'est terrible. Par exemple, là, les maladies de ceux qui sont morts du Covid-19 qu'on ne pouvait pas toucher. Enfin, moi, il y a un rapport qui se bouscule beaucoup dans mon travail, et qui justement intervient avec tout l'appareillage que je viens condenser, et cette infime dose de sacré que j'essaie de mettre, sans pour autant toucher au religieux. Et j'en viens à la couleur dans ton travail, qui est le bleu, justement, qui est aussi une magie, quelque part. Enfin, on en parle très peu en sorcellerie, mais de la magie bleue, justement, une magie médiumnique, d'un canal particulier, singulier. Pourquoi le bleu, Florian? J'aime le bleu. Voilà, parce que j'aime le bleu, c'est tout. Mais le bleu, ça, c'est alors dans le code des couleurs, le bleu, dans mon cas, intervient dans deux choses. Le bleu céleste, première chose, c'est un bleu froid, un bleu distant, un bleu qui amène à l'immatérialité, et en même temps le bleu médical, le bleu des hôpitaux aseptisés, technique aussi, puisque si on emploie du bleu, c'est le contraire du rouge. Et voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle le bleu arrive dans ma pratique. Et aussi, c'est le bleu technologique de plus en plus. On a le bleu Internet, le bleu, ce rapport presque futuriste. Et c'est ces trois parties qui justement, dans lesquelles je joue. Tu vois, je touche à cette espèce de magie, comme tu le dis. Effectivement, là, récemment, dans le canton du Valais, dans la cale à Fermazil, j'ai décidé de mettre de la lumière bleue partout et d'imprégner tout mon travail de bleu. Et là, on a une dimension qui est, par exemple, j'avais essayé en rouge, ce côté hyper violent, hyper séducteur qu'on perd tout de suite avec le bleu. Le bleu aussi, c'est une mise à distance. Enfin, dans mon cas, c'est vraiment une mise à distance de l'objet, c'est une mise à distance des sentiments. Il ne faut pas oublier que c'est la couleur aussi qui est la plus apaisante et aussi la plus mélancolique.
qu'on retrouve. Les romantismes, par exemple, au 19e siècle, étaient vraiment, c'était une couleur des plus appréciées des romantiques. Et c'est aussi dans ma démarche, hein, je pense que le bleu, c'est une couleur que j'aime, c'est la couleur de mon enfance. Je suis né à La Rochelle. Pour moi, le bleu, c'est la couleur océanique par excellence, tu vois. C'est des choses qui touchent au moi profond. C'est aussi dans l'ordre du sport aussi. C'est assez bête dans mon cas, mais le bleu me fait beaucoup penser au sport, au terrain de sport, aux lignes et au marquage de sport. Donc, qui dit sport dit corps. Donc, et souvent, on emploie la couleur du corps, les pastoraux parlent de la couleur du corps comme du rouge. Mais j'y mets de plus en plus des doutes et je travaille de plus en plus des bleus dans sa lumière, dans la peinture, dans mon travail. Les orthèses médicales que j'utilise sont bleues. La couleur que j'utilise pour montrer mes sculptures est bleue et je ne serais pas surpris si dans 2-3 ans, tu travaillerais avec des fumées bleues ou des choses comme ça, un petit peu plus éthérées. Je pense que vraiment le mot qui convient le mieux au bleu, c'est éthéré. Et Florian, juste, quel lien tu fais dans ton travail à Jeanne d'Arc? On la définit souvent comme figure queer. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parlait de toi du queer justement à cette étude du queer-là, je sais que nous, quand on en a discuté, je sais que tu as une vision singulière par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous éclairer? Bien sûr. Jeanne d'Arc a cette faculté d'être un personnage excessivement plastique. On ne le voit pas en France parce que le Front National l'a récupéré dans les années 90, mais c'est un personnage dont je ne vais pas faire la narration ni l'histoire parce que là, c'est vraiment très compliqué, mais je vais faire assez rapide, a cette particularité d'écouter ses voix intérieures, qui étaient celles d'ange, pour ramener le roi de France sur le trône. À partir de là, au XIXe siècle, il y a eu un grand combat des politiques. L'extrême gauche l'a récupéré et à partir du XXe siècle, l'extrême droite l'a récupéré. Mais pour mettre son roi sur le trône, elle a dû un petit peu fracasser les stéréotypes de genre qui étaient liés au Moyen-Âge. Elle a dû s'habiller en homme. Et ça, c'est un fait assez important parce qu'au Moyen-Âge, l'habit fait le genre. Et je ne dis pas l'habit fait le sexe, l'habit fait le genre. Pourquoi ? Le sexe n'existe pas au Moyen-Âge. Je vous renvoie directement vers les travaux de Clovis Maillet, qui a été quelqu'un qui m'a aidé dans mes recherches universitaires. Mais là, je vais vraiment parler du genre. Et donc, Jeanne d'Arc, petit à petit, a été récupérée comme grosse figure féministe chez les Américains. En France, on a un gros problème avec Jeanne d'Arc, puisqu'on, comme voilà, là, je l'ai répété, on l'identifie un petit peu trop au Front National. Voilà, je sais plus, là, Jeanne au secours, tout ça. D'ailleurs, il fallait savoir que j'avais envie d'appeler mon mémoire de master en sous-titre Jeanne au secours. Mais tu vois, c'est cette épithète pour le récupérer, en fait, pour récupérer ces phrases bref. C'est une antiparastase, et donc pour récupérer l'insulte, tu vois, pour la récupérer du Front National. Et les queers donc se sont réappropriés, et ça aussi je trouve ça assez beau et assez important dans l'histoire de Jeanne d'Arc, se sont récupérés ce personnage parce qu'elle transgresse. Elle a une transgression quasi totale en fait de la société au Moyen-Âge. Pourquoi ? C'était une jeune fille, une jeune femme, qui décide de s'habiller en homme, qui décide d'aller avec ses convictions, avec ses voix intérieures, religieuses et spirituelles, contre la société hétéropatriarcale, vraiment très difficile du Moyen-Âge, et en plus contrainte par l'Église, mais qui, en même temps, laissait des soupapes de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'elle existe, elle préexiste. Des Jeanne d'Arc, il y en a eu plein, c'est ce qu'il faut savoir. L'histoire l'a retenue, elle, parce qu'elle a été cramée. Mais voilà, et elle a eu 2 procès. C'est quelque chose aussi que je mets en avant. Jeanne d'Arc est le personnage de l'histoire de France au Moyen-Âge sur lequel on a le plus de sources. Jeanne d'Arc est excessivement sourcée. On ne peut plus lui faire dire ce qu'on veut. Et les queers l'ont récupérée justement pour cette force transgressive et antinormative qu'elle était au Moyen-Âge. En même temps, il ne faut pas oublier qu'elle voulait qu'une seule chose, c'est ramener le roi sur le trône. Elle était plus royaliste que le roi. Donc là, ça pose des problèmes. En même temps, c'est une fille du peuple. Donc,
les royalistes peuvent la récupérer, mais les gauchistes et sûrement les personnes qui ont un attrait pour la gauche peuvent aussi la récupérer. Le peuple la récupère. En même temps, c'est quelqu'un qui a défendu les Anglais comme tout simplement comme envahisseurs. Donc là, l'extrême droite la récupère. En même temps, c'est quelqu'un qui transgresse les normes de genre qui sont liées au Moyen-Âge, donc les queers la récupèrent. Cette figure, elle est excessivement plastique et elle arrive d'autant plus en ce moment parce qu'elle est récupérée dans la pop. Et les milieux queer et les milieux de la pop est vraiment intrinsèquement lié. Le milieu drag la récupère énormément. Les icônes féministes, il n'y en a pas une icône féministe qui n'a pas foutu, qui n'a pas mis une perruque courte ou une chanson sur Jeanne. Que ce soit Madonna dans son album Rebel Heart, que ce soit Katy Perry en icône déglinguée de toutes les couleurs, Miley Cyrus, Lady Gaga, il y a eu plusieurs petites touches avec des cheveux très courts, avec la coupe au bol. C'est comme ça que moi, ce personnage qui me passionne, mais avec un recul universitaire. J'ai quand même écrit 200 pages dessus et plus précisément, j'ai écrit sur ces représentations au fil des siècles. Comment, au fil des siècles, Jeanne d'Arc a acquéri en fait des représentations de genre qui sont très liées au temps. Tu vois, ça a été, je vais finir par ça. Ça a été vraiment une enquête sur les images de Jeanne d'Arc dans les arts visuels du 19e au 21e siècle. Et j'ai essayé d'analyser un ensemble vraiment d'œuvres qui ont expliqué sa vie, qui l'ont figuré, sa vie, sa physionomie et son équipement. Parce que quand je parle de Jeanne d'Arc, il y a aussi des rapports avec mon travail. Elle a un étendard, elle a un appareillage, une panoplie. Et donc, j'ai essayé de questionner ces représentations de genre. Donc, ça a été vraiment une recherche qui a été vraiment transdisciplinaire, historique. Hein. Donc, j'ai essayé de conjuguer le médiévalisme, de conjuguer l'histoire de l'art et surtout avec des nouveaux outils critiques qui étaient liés aux études du genre. Vraiment, c'était vraiment donner une nouvelle perspective méthodologique à l'image de Jeanne d'Arc. Donc, mon investigation, c'était sur un ensemble d'œuvres qui ont cependant laissé entrevoir des singularités dans son régime visuel. Ça, c'est très important. Des fois, elle avait des cheveux courts. On s'aperçoit qu'elle avait très souvent les cheveux longs. La montrer avec les cheveux courts dans l'histoire de l'art, c'est quelque chose d'excessivement compliqué. Elle-même, quand elle est représentée au XVe siècle, elle a les cheveux longs, alors qu'elle s'était coupé très vite les cheveux pour ressembler à un garçon. Pourquoi elle se coupe les cheveux? C'est pour être entendue par des hommes. C'est comprendre aussi qu'au système au XIVe siècle, puisque une fois de plus, les représentations médiévales sont très compliquées. Les XIIe, c'était les cheveux longs. On passe au XIVe siècle, pour les hommes, c'est les cheveux courts. Donc voilà, toutes ces espèces de chaînes iconographiques qui sont pour moi identifiables, je viens les recomposer et lui donner une espèce de nouvelle vie. Donc ça, c'était tout mon travail. Et cette espèce d'image très queer, qui est un mot un peu... je ne vais pas me faire des potes, hein, mais c'est un peu un mot fourre-tout, quoi. Donc, c'est en dehors de la norme. Tu vois, c'est ça. Mais en même temps, qu'est-ce que la norme? La norme où? À quelle époque? Dans quel contexte? Dans quelle classe? Dans quel genre? C'est quelque chose de très compliqué. Et moi, justement, j'arrive à mon étude d'ailleurs, qui est, on peut, si les gens sont vraiment intéressés, dans Passion médiéviste, je parle pendant une demi-heure de ce rapport de Jeanne d'Arc, ce rapport queer, ce rapport au médiévisme, et qui amène aussi, parler de Jeanne d'Arc, c'est aussi parler des représentations de genre à travers l'histoire et à travers le temps. Et justement, ces représentations de genre à travers l'histoire, Instagram ou TikTok? La vidéo, c'est pas trop mon truc. Hein. Je préfère les photos, je préfère le visuel, donc Instagram, hein, c'est sûr. Justement aussi, est-ce que ça fait partie de ton travail, ta mise en image? Tout à fait. Notre génération, vraiment, on a compris que le site Internet, c'était un peu dépassé. Et Instagram, ça permet de montrer... Alors, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'on arrive à très vite comprendre le travail, mais en le simplifiant au maximum. Et Instagram, moi, j'aime beaucoup. Dans mon cas, il est assez particulier parce qu'il y a une mise en scène de mon propre corps. Il y a une représentation des images médiévales et il y a mon travail. C'est un petit peu tout ce qui... Voilà, par exemple, cette photo, la photo où je tiens une masse d'armes de dos qui a été faite à Delme. On est dans j'entends souvent,
connerie. Oui, le 20e, 21e siècle, c'est la société des images à mon cul, quoi. Parce que l'époque médiévale, il n'y a pas plus visuel que l'époque médiévale. On est dans une époque où le règne des images est le plus phénoménal. Ça passe par l'héraldique, je t'en passe parce que là, ça va être très long. Mais voilà, c'est la société des images, je pense qu'on l'a très bien compris. Moi, je la tiens comme acquise. C'est un jeu avec soi-même, c'est un jeu avec les autres, c'est un jeu avec l'altérité. C'est une interface technologique qui permet de parler mon travail, de le diffuser partout. Et voilà, je pense que... Et aussi, ça va dans le process artistique où on envoie des dossiers, donc des photos. Et voilà, on est sur la photo. Et c'est aussi le calcul de l'image, c'est aussi comment transformer une image. Et en même temps, il ne faut pas trop non plus la transformer, il ne faut pas trop la retoucher parce que ça reste des objets qui vont être vus en vrai. Et donc voilà, Instagram à fond et jusqu'à ce qu'il y ait une autre interface, je pense qu'il la surplante. Merci Florian pour cet entretien. Je vais laisser la place aux questions des personnes. Donc si vous en avez, n'hésitez absolument pas. Déjà, je voudrais vous remercier pour cette magnifique conférence extrêmement enrichissante qui me fait chaud au cœur puisque je partage beaucoup de sujets de recherche avec vous. Je suis actuellement étudiante en master d'art plastique à Paris 1 et mon sujet de recherche porte sur les ponts entre l'art, les sciences et la sorcellerie. Donc, je suis ravie de m'enrichir à votre contact aujourd'hui et j'ai une question en fait sur la posture que je vais tutoyer. Je pense que c'est peut-être le moins bizarre, je sais pas, que tu prends Florian sur ton travail. Tout à l'heure, on a parlé d'armure qui est quand même transparente, donc c'est quelque chose qui va protéger le corps, mais qui le montre vulnérable. Est-ce que tu éprouves des difficultés dans un travail qui est réalisé dans un cadre institutionnel, à traiter des sujets aussi tabous et sensibles que le fait d'être une personne queer, trans, de traiter la sexualité, le corps, la dysphorie, ce genre de choses. Je sais que moi, dans mon travail, je vais toucher à ces sujets. Je suis queer, je pratique la sorcellerie et c'est des choses qui, dans le milieu institutionnel, en tout cas à Paris 1, qui est une université, on va dire, assez renommée et qui peut-être parfois peut poser un cadre institutionnel un peu rigide et a du mal à nous laisser aller vers quelque chose de trop personnel. Ça peut être difficile parfois, je crois, d'aborder ce genre de sujet. Je voulais savoir quelle posture tu adoptes. Est-ce que c'est une posture confortable? Est-ce que c'est une posture inconfortable? Et est-ce que ça te convient qu'elle soit confortable ou inconfortable? Voilà. Si tu arrives à répondre à tout ça. Alors, en termes de posture, ce que je dis souvent à mes étudiants ou avec les personnes avec lesquelles je travaille, c'est de rester soi-même. Malheureusement, l'institution, elle arrive avec un cadre rigide qui est assez souvent un cadre universitaire ou un cadre, on va dire, qui doit se conformer à un type de pensée. Et en même temps, alors les écoles d'art, tout comme l'université, ont chacun des marottes, ont chacun des problèmes et ont chacun aussi une mise en avant, une mise en lumière de ce qui est possible ou pas. Moi, à titre personnel, j'ai pas eu de problème puisque j'expose, j'ai pas eu de problème parce que je suis dans la recherche, j'ai pas eu de problème parce que je fais 1m92 et que je suis un peu imposant et que on m'a jamais dit non de but en blanc et parce que aussi je pense que j'amène ça de manière détournée. Moi, j'arrive avec une charge assez vulnérable, assez sensible, sans pour autant travailler sur des questions que je passe à la trappe, la virilité, la masculinité, le rapport de guerre, de belligérance. J'ai pas trop de problèmes parce que je suis très bien défendu, parce que je peux tout à fait converser et expliquer en quoi mon travail est de telle ou telle sorte et en quoi je questionne. Moi, j'arrive à un moment où
oui, je questionne les rapports queer, je questionne l'histoire, je questionne les rapports médicaux et je sais peut-être aussi que mon travail n'est pas provoquant de manière directe. Je suis vraiment dans des questions de séduction, dans des questions de matière, de lumière, de reluisance. Et même si j'ai des pièces très fortes comme discipline, qui sont des orthèses médicales qui sont mises au mur, qui ramènent à une esthétique BDSM, quand on creuse un peu, quand je dis on, c'est les autres, on arrive à des questions qui sont différentes. Pour autant, avec l'institution, effectivement, il y a cette espèce de recadrage tout de suite. Ah, j'espère que vous n'allez pas faire du militantisme. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire pourquoi pas si je questionne le militantisme. Sauf, bon, après, c'est des petites questions qui sont généralement, c'est plus des peurs des universitaires avec lesquels je travaillais, qui ont très vite compris que moi, derrière, j'expose des faits, j'expose des sources. Tout est excessivement bien recherché, tout est calculé. Donc, tout de suite, ce sont des choses qui, ça part en fumée, en fait. Donc, après, j'ai une esthétique très hiératique, j'ai une esthétique poussée à l'extrême, qui peut être sujet à des questionnements, mais je n'ai jamais eu de problème direct, d'attaque directe. Je pense qu'il faudrait mieux pas, mais dans le sens où moi, je suis armé par la parole justement à désarmer tous les stéréotypes qu'on peut avoir. Et en même temps, c'est très bien. J'ai envie de dire, si mon travail tout de suite amène un certain questionnement assez fort, pourquoi pas? Et s'il est dit directement à ma personne, c'est encore mieux. Mais j'ai pas eu de souci. Après, vraiment, le seul conseil, c'est rester vous-même. Ne jamais, jamais, jamais aller dans le sens de vos profs s'ils veulent changer qui vous êtes, ce que vous êtes ou ce que vous avez envie d'entreprendre. Il faut les écouter parce que c'est quand même des questions, c'est quand même des référents, mais il ne faut pas être un béni oui-oui avec eux. Et en parlant d'institutions, donc tu as 2 types d'institutions, ton institution universitaire, où là, il faut que tu t'accroches. Là, il ne faut pas que tu aies peur. Là, il faut croire en tes recherches. Il faut avoir des recherches sourcées, bien sûr. Je suis le premier à déglinguer n'importe quel glandu qui écrit un article sans source. Hein, moi, ça ne m'intéresse pas. Je peux très vite, le contrecarrer. Et en même temps, c'est pas très, ce que je dis, c'est pas très bien, mais c'est pas grave. En même temps, je serai le premier à défendre une position quand il y a de la source derrière. Et quand je dis sourcée, c'est-à-dire qu'il y a une lecture, il y a une archéologie derrière, il y a quelque chose qui amène. Donc voilà, en termes d'institution universitaire, l'institution aux Beaux-Arts ou dans les écoles d'art, généralement est plus poreuse, généralement est plus ouverte, mais j'ai eu affaire, quand j'étais étudiant, à des remarques et des réflexions assez tendues. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Pour moi, bien sûr. Merci. C'était un très bel échange. Et comme je l'ai noté dans le chat, venez à Toulouse. Je crois que Camille a une question. Oui, j'avais une question par rapport aux œuvres qu'on a vues, etc., sur le PDF qui était partagé en plein écran. C'était par rapport à l'imperceptibilité du corps dont on parle avec les matériaux transparents, le verre et même le fait qu'elle soit évocatrice du corps. Elles appellent à un corps fragmenté. Enfin, on peut lire dans la description des œuvres qu'elles font appel à un corps fragmenté. Mais je me demandais aussi si les grandes toiles comme ça de cuir ou le fait qu'il y ait plusieurs corps fragmentés dans un espace avec des armures en PVC, ça ferait pas aussi écho à une sorte d'étendue de corps, de peau qui un peu informe et pas vraiment séparés les uns des autres, pas comme si on avait des torses les uns à côté des autres ou à un autre moment, un coup, mais si au final, dans toute la totalité de l'œuvre, on ferait pas appel à une sorte de corporalité informe avec des étendues de peau, des trous, et que ce serait plus peut-être un corps dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais au lieu de faire écho à un corps véritablement humain, avec une tête, des bras, des jambes, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt appel à une sorte de corporalité qui peut à la fois nous faire penser à l'humain, mais peut-être aussi un peu à autre chose? Oui. En fait, tu as la réponse dans la question. Si on en revient à justement ce rapport de connotation, de dénotation dans mon travail,
effectivement, ou dans n'importe quel travail, justement, à partir des années 90, où c'était The Absence Matter, tu vois, l'absence compte, et comment le corps humain pouvait être tout simplement évoqué sans être montré directement. Donc, au travers du vêtement, par exemple, au travers de son appareillage, et par la suite, comment on pouvait l'hybridifier, je ne sais pas trop. Tout mon travail traite de cette hybridité du corps sans jamais le montrer, sans jamais. Tu vois, j'aime pas être. Je trouve que montrer des corps directement ne m'intéresse pas. Pour X et Y raisons. Déjà, le corps, c'est ce qui inonde l'histoire de l'art. On en a des pelles et des pelles, des Vénus, des Mars. Par rapport au fait que les œuvres, des fois, ne ressemblent pas à proprement parler à des parties de corps, en fait. Et du coup, je me demandais si l'évocation du corps, c'était vraiment une évocation très précise d'une partie d'un membre ou d'une partie génitale, par exemple. Ici, c'était pas quelque chose qui était plus dans l'informe et ce genre de choses. C'est pour ça que je parlais d'étendue de peau avec des trous. Alors oui, complètement. Oui, je travaille sur des parures qui sont adaptées à certaines parties du corps. Comment, après moi, c'est ce type de parure, je viens y mettre une couche hybride et qui justement, les casques, les muselières, les armures, tout ce qui est lié aussi donc les mitres papales, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me suis beaucoup intéressé au col de chemise, aux perles, donc, etc., à l'armement. Donc ça, c'est vraiment de l'appareillage pur. Effectivement, c'est une espèce de mise en abîme aussi. Tu vois, le fait de prendre une partie du corps humain, de la présenter, de la rétroprojeter, donc c'est-à-dire la représenter d'une autre manière, de la rendre hybride, pour qu'au final, on parle toujours du corps. C'est ça aussi, c'est comment parler, je pense que ta question, c'est comment parler de corps, mais de manière détournée et qui renvoie à des formes précises qui sont adaptables. Donc, il y a une espèce d'analogie qui transparaît, qui apparaît, et c'est vraiment un travail qui est péricorporel, quelque chose de très fort. Et après, j'ai pas de réponse assez précise, mais parce que mon travail s'articule autour du corps, mais qui n'est jamais montré. C'est aussi cette espèce d'absence qui appelle le corps du regardeur à pouvoir se projeter dans cette matière, à pouvoir se projeter dans ce travail. C'est quelque chose qui ouvre en fait sur l'altérité et on peut tout de suite s'imaginer. Tu vois, j'ai des cols avec des cols qui sont mis au mur avec des épingles. On se rétroprojette. En termes de philosophie, c'est Merleau-Ponty, quoi. On est vraiment dans quelque chose dans le corps qui est chair, dans le corps qui est présent, et en même temps, je suis fait de la chair de ce monde. Mais c'est une chair qui est hybride. C'est une chair qui est complètement sacralisée ou désacralisée, on ne sait pas trop. Voilà, je pense que je t'ai en plus perdu que répondu à ta question. Non, c'était très bien, au contraire, avec l'hybridité du corps, etc. Non, c'était juste. L'hybridité du corps n'est pas du tout des questions typiquement contemporaines, hein. La statuaire classique, ça date. La statuaire hellénistique, c'est pareil. La statuaire médiévale, les dragons, le bordel, les sirènes, tu vois, les minotaures, c'est des choses qui irriguent. Alors, c'est des questions qui sont animal-humain. Maintenant, c'est du post-humain. C'est plutôt humain-humain. C'est de l'ordre presque comment dire. C'est des questions qui touchent à l'humain-machine. C'est des questions qui touchent à l'humain-technologie, à l'humain-data, tu vois. Et qui touchent aussi à des questions, on va dire, de conscience collective. Et c'est là où la religion, elle arrive et c'est un peu plus compliqué. Alors, je crois qu'il y a 2 questions. La première d'Alexia qui a levé la main et une autre par chat de Caroline. Donc, Alexia, allez-y. Bonjour. Alors, Florian, vous avez dit qu'il y a plus de violence maintenant au XXIe siècle que partout avant, en fait, et c'est vrai. Et moi aussi, dans mon travail, j'utilise beaucoup de trucs violents, de trucs gore. Et je me demande, parce qu'on me pose beaucoup la question d'où vient la fascination pour la violence. Et c'est un truc auquel je ne sais pas répondre, en fait. Et donc, je me demande, chez vous, d'où vient votre fascination pour la violence ?
C'est une très bonne question. Les gens et les artistes qui travaillent sur la violence, généralement, fascination, moi je dirais pas jusque-là dans mon cas, mais effectivement la violence est excessivement séduisante et d'autant plus quand elle est mise en scène. Et il faut savoir que l'attrait pour la violence, c'est un attrait pour la guerre. Là, je parle en termes historiques. C'est un attrait pour des corps qui on va dire, combattent, pour des corps qui sont directement liés. Et dans mon cas, il y a quelque chose qui est intéressant dans cette question, c'est comment parler de violence, on peut aussi parler de tension, je pense. Alors toi, tu parles de trucs, tu veux dire des matériaux, tu vois quelque chose du gore, du sang. Moi, c'est des choses dans lesquelles j'essaie d'éviter. Parce que déjà j'aime pas le rouge, donc voilà, ça règle la question, sauf que je pourrais faire du sang bleu, mais là ça serait le chant des Schtroumpfs, donc ça serait complètement différent. Mais dans mon travail, c'est cette violence qui est immanente, tu vois, elle semble surtout être le spectre d'une espèce de tension dans des polarités. Alors là, je vais utiliser des termes un peu relous, tu vois, mais comment on peut se projeter dans des sculptures, dans mes sculptures, quand en fait il y a une totale absence de représentation et donc qui rappelle à notre propre image. Et quand on parle d'absence, dans mon cas, on parle de violence. Il y a souvent cette antinomie. Et pourquoi cette fascination ? On dit souvent d'un fleuve emportant tout qu'il est violent. Tu vois, c'est cette métaphore du fleuve. Ça fait appel à ma propre mythologie personnelle, à des choses que j'ai vécues, des choses qui sont retranscrites, des choses très fortes. Je sais pas, des choses que j'ai vues, des choses que j'ai compris de la société aussi, tu vois. Pour en revenir, la violence aussi, elle est mise en avant et elle est visible plus maintenant grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias, qu'auparavant où c'était des épiphénomènes et encore plus au Moyen-Âge où on s'imagine des guerres de 500 000 clans alors qu'en fait, ce sont des micro-guerres parce que la vie est sacrée. Et donc, c'est complètement différent. Et puis, on préfère rançonner, c'est-à-dire capturer quelqu'un et non pas le tuer pour avoir une rançon, pour avoir de l'argent. Et c'est aussi, tu vois, mon travail, c'est assez intéressant. C'est de l'ordre de la rançon, c'est de capturer quelque chose et de le montrer sans pour autant, tu vois, le disséquer directement. Et la violence, elle intervient aussi dans le rapport médical dans mon travail. C'est les corps qui sont déchiquetés, c'est les corps qui ne sont pas montrés. C'est les matériaux aussi souvent. Le verre, c'est quelque chose de très violent quand il explose, quand il pète, tu vois. Il y a quelque chose qui est cette ambivalence. Après, voilà, je pense que je peux pas t'en dire plus. Mais c'est quelque chose que je creuse, tu vois. C'est après cette fascination. C'est fou le mot fascination. Ouais, c'est assez intéressant. Mm-hmm. Ouais, merci en tout cas, super réponse. Je t'en prie. Alors, il y a une question de Caroline. Peut-être, Oui. Peut-être voulez-vous la poser ? Je vais la lire. Ma question, en fait, elle fait un peu suite à ce que j'ai demandé tout à l'heure. Belladonna, elle a parlé de care dirigé vers toi ou vers soi, et je me suis demandé si le fait de déléguer le geste créateur ou plutôt fabricateur à des artisans, est-ce que ça, et de passer aussi par des représentations périphériques du corps, par des reliques et non pas par le corps en lui-même, et par une esthétique également très soignée et éloignée du gore dont tu viens de parler, ça permet de prendre le recul sur ce corps et sur ce care et de mettre une distance réflexive peut-être, et aussi peut-être de proposer une intimité quand on expose, mais pas une intimité directe, une intimité simulée ou une proximité protégée que personnellement je retrouverais dans tes espèces d'armures translucides finalement. Voilà, c'est du coup c'est un peu ce que je vais voir dans ton travail, de ce que je fais dans mon travail aussi. Donc, je vais aller là tirer des fils qui m'intéressent moi. Mais alors, pour en revenir au self-care, oui, complètement. Moi, c'est quelque chose qui me nourrit, des choses que j'avais auparavant en tête et que j'ai commencé à travailler. Tu vois, si je travaille les armures, je pense, c'est de la psychologie de comptoir, mais c'est aussi que j'ai envie de me protéger, ou c'est que j'ai envie de protéger les miens, ou c'est que j'ai envie de protéger mon cercle familial, mon cercle, tu vois. L'armure, c'est de la protection absolue. C'est pourquoi on retrouve des armures futuristes, des armures de science-fiction, tu vois. On montre pas des corps directs. On n'est plus dans l'individualité, on n'est pas dans Superman en slibard. Enfin, si, c'est le cas, mais il a quand même, tu vois, les vêtements de super-héros, c'est des armures. Il y a quand même ce rapport de protection, d'auto-protection, donc dans self-care, qui est très importante. Et en même temps,
comme tu dis, oui, il y a ce point d'équilibre que je suis en train de lire ta question en même temps. Comment je le nomme? Un point d'équilibre. Je ne sais pas. C'est ou le pharmacone. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est que cette. J'ai regardé pendant que tu en parlais et la question que tu lis, je pense que c'est la suivante, celle de Gilles Lec. Et en fait, elle va très bien dans la suite de ce qu'on est en train de dire, je crois, parce qu'effectivement, c'est, je pense, la question du pharmacone, l'armure qui est aussi une prison, qui va blesser le corps autant qu'il le protège. Pour finir, c'est très juste tu parles de représentation périphérique du corps. Moi, que j'appelle mes trois axes nomiques, qui sont les rapports de protection, les rapports de parade, les rapports de parure, et qui amènent par la suite à des rapports d'appareillage. Effectivement, mon esthétique soignée et épurée me permet tout à fait de prendre un recul direct sur le corps. J'ai plus de chair, j'ai plus de fluide, j'ai plus j'ai plus de matérialité directe, et en même temps, ça me permet aussi de parler de tout ce qui m'anime, mais en laissant la place, tu vois, à l'autre de s'inclure dans mon travail. Ça aussi, c'est très important. Je suis pas autocrate au point de refuser un certain discours. Non, je suis toujours très ouvert à comment les gens, quand tu parles du corps, tout de suite, il y a une rétroprojection du regardeur dedans, et tout de suite, il y a une espèce d'émotion qui est éprouvée. Et je pense que tu as tout à fait raison de parler de ce recul, en fait, qui me permet non plus de ne pas tomber dans le pathos, tu vois. Je ne supporte pas les œuvres pathétiques. Alors, le pathétique dans le sens vraiment mauvais, on va dire, pas dans le sens mauvais, mais dans le sens plutôt négatif du terme. Et est-ce que tu penses, tu viens juste de dire que ton travail est dénué de chair, qu'il n'y a plus de fluide, etc. Et ça me fait penser aux fossiles, en quelque sorte, où il ne reste que qu'une gangue, qu'une coquille vide et qui est dénuée de tout ce qui est organique finalement, et qui s'est minéralisé. Est-ce que tu as l'impression en quelque sorte de fabriquer des fossiles de corps qui n'ont jamais vraiment existé, d'une époque qui n'a jamais vraiment existé, puisque tu nous présentes, je crois que tu as dit au début que tu présentais une époque médiévale fantasmée qui n'existe pas vraiment, donc. Alors oui, elle n'existe. En fait, je me sers de mes ressources historiques, de mon parcours universitaire, pour pouvoir accentuer en fait les stéréotypes qu'on retrouve. Soit je les change, c'est-à-dire je désamorce les choses qui ont tellement été dites pendant longtemps, que le Moyen-Âge était sale, que les gens ne se lavaient pas, alors qu'en fait c'est totalement faux. Là, Vigarello l'a exposé, des chercheurs l'ont exposé. C'est pour ça qu'il y a une esthétique très clinique, très froide, et en même temps c'est ce rapport à l'hygiéniste qui est très puissant. Et en même temps, c'est le rapport à ce que tu appelles fossile. Je parlerais plutôt d'exuvie. Je parlerais plutôt de relique. Voilà, la relique, c'est un corps qui a existé, qui est disparu, ou de l'ex voto. Donc, c'est un objet qu'on remercie pour un corps. Et puis, la relique renvoie au sacré aussi. Tu vois, c'est quelque chose, c'est un objet qui doit être emplacé d'une certaine manière, montré d'une certaine manière. En même temps, qu'est-ce que des musées? Ce sont des églises reconverties. Je suis entièrement d'accord avec ça. Gilles, vous prenez la parole? Tu as parlé de frontières poreuses entre le faire, le savoir-faire, l'art. Il y avait la guerre, guérir. Il y a un assemblage de matériaux soft et hard, une esthétique hiératique, qui est donc formaliste et queer avec le tordu. Enfin, du coup, ma question c'était quel est le point d'équilibre et comment est-ce que toi tu le nommes? Et une autre question aussi, c'est comment cette porosité ou cette altérité toi t'anime personnellement. Et oui, enfin moi c'est quelque chose qui m'intéresse assez particulièrement parce que je travaille personnellement avec le verre, la photographie et les matériaux du bâtiment, donc c'est une question qui m'anime particulièrement, et je voulais savoir aussi peut-être comment est-ce que tu l'inscris aujourd'hui par rapport à l'actualité, à l'histoire contemporaine. Alors, ce point d'équilibre, moi, j'ai mis du temps à l'avoir. Hein. C'est pas arrivé tout de suite. J'ai mis du temps à comprendre que je travaillais sur le corps. J'ai mis du temps à comprendre que c'était pas le corps qui m'intéressait, mais c'était sa parure et c'était ce qu'il englobait, cette vision, cette représentation périphérique. Et en même temps, cette espèce de le point d'équilibre dans mon travail, c'est toujours cette dichotomie qui l'anime. C'est-à-dire tout objet que je fais doit avoir cette espèce d'antinomie, c'est-à-dire doit être aussi bien menaçante que séduisante. Et en fait, c'est qu'avant, je faisais ça consciemment. Maintenant, je fais ça complètement inconsciemment.
Et je pense qu'il est là le point d'équilibre, c'est de travailler sur les matières, sur le reflet de la lumière, sur comment une muselière, en fait, qui est un objet qui sert à protéger un autre chien de se faire agresser, et utilisé par la suite, dans mon cas, avec une armure translucide et qui met en avant justement cette espèce de protection carcan, ou comment je fais intervenir dans mon travail des étendards, donc qui sont des objets qui sont censés être, par exemple, vus à longue distance, mais qui sont complètement troués, sont évidés de leur sens et qui perdent leur fonction d'étendard puisqu'on ne voit plus rien. Et petit à petit, voilà, c'est ça, ce point d'étendard qui passe par une esthétique extrême. Et justement, la recherche de cette esthétique, et là je parle de l'esthétique, la forme et pas l'esthétique, la philosophie, c'est comment je parle de l'esthétique pour aller à l'esthétique. C'est-à-dire comment la forme va créer du sens. Et en gros, moi, je fais partie de ces personnes qui disent souvent que la forme, c'est le fond qui remonte. Et ça ne vaut pas pour tout, bien sûr. Moi, c'est vraiment dans ma pratique. Et aujourd'hui, je l'inscris totalement, comme j'ai expliqué, avec ce rapport, cette modalité heuristique avec le Moyen-Âge. Comment je peux faire des comparatifs. Comment me parler d'armure aujourd'hui. Parler des armures du Moyen-Âge me permet de parler d'armures de science-fiction. Comment le rapport de remède de grand-mère que j'ai trouvé avec Hildegard de Bingen me permet d'aujourd'hui d'avoir une dimension excessivement curative sur la dépression grâce à la lavande. Et comment, par exemple, c'est quelque chose de transhistorique et qui s'incarne dans le pharmacone. Toi, ça aussi, c'est important. N'importe quelle microdose qui pourrait soigner transparaît dans quelque chose de beaucoup plus menaçant et beaucoup plus grave quand elle est décuplée. Merci beaucoup, du coup, d'avoir répondu. À ce titre, il est aussi question, je rebondis, mais il est aussi question d'une pensée peut-être ou d'une plasticité de l'entre-deux qui interroge la question des limites et leur porosité. Oui, parler de limites, de frontières, de seuils, c'est quelque chose d'assez intéressant puisqu'en fait, c'est cette belligérance interne, en fait. C'est comment deux blocs, en fait, qui se font face à face, au bout d'un moment, se transforment et deviennent inclusifs, en quelque sorte. Et c'est ce qui se passe dans mon travail de manière factuelle, de manière conceptuelle aussi. Mais ça dépend l'histoire, ça dépend le contexte, ça dépend les personnes, ça dépend. Il y a tellement d'éléments autres. Si je dois parler en termes de matière, si je dois parler en termes de concept, si je dois parler en termes de représentation de genre aussi, c'est tellement, ou même dans l'espace médical. Moi, j'adore les hôpitaux, c'est des hétérotopies qui sont absolument incroyables puisque c'est des espaces séparés avec des frontières. On admet des gens qui ne peuvent qu'être que malades. Par exemple, si il y a quelqu'un de base qui n'est pas malade qui ne sera jamais admis à l'hôpital, ou alors, voilà, c'est pareil. C'est des espaces, justement. Après, là, je parle en termes d'espace, en termes de matériaux, en termes de personnes. Et après, oui, c'est aussi cette question de limite. Mais je pense qu'en un sens, le terme plastique, il est vraiment adapté parce qu'il y a une véritable plasticité du travail qui ouvre à des multiples possibilités de lecture, que ce soit selon le lieu, les matières. Et puis les réceptions, j'ai complètement oublié d'en parler, mais tout mon travail, c'est une question de réception. Moi, je réceptionne le Moyen-Âge, je réceptionne les matériaux médicaux, je réceptionne les identités de genre et les représentations de genre, et comment dans mon travail, je viens non pas éclater tout ça, mais assembler tout ça. Oui, on rejoint complètement la dynamique du placein grec en fait, c'est-à-dire ce pouvoir de malléabilité qui à la fois va donner forme et va accueillir aussi la forme. Il y a vraiment de ça, me semble-t-il, dans toute la diversité aussi de ton travail. Oui, c'est tellement des questions qui sont inhérentes à mon travail et puis je suis pas un intellectuel, moi. Je suis quelqu'un qui travaille avec la forme, je suis quelqu'un qui travaille avec la visualité. J'ai souvent du mal à exprimer, à mettre des mots sur des formes que je viens mettre en espace, même si là, avec mon travail d'artiste et surtout de chercheur doctorant, je commence de plus en plus à mettre. J'ai souvent mis beaucoup de concepts dans mon travail. J'ai souvent cherché, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, par exemple, mais je dois écrire encore plus, je dois chercher encore plus. Et je pense que c'est là où intervient mon envie de faire ce doctorat, de comprendre les gestes, de comprendre la technique, la matérialité, de comprendre aussi l'historique. C'est artistique
articuler en fait la poésie, c'est le praxis. C'est vraiment ça. Et je pense je pensais à la plasticité telle qu'elle a été développée notamment par Catherine Malabou. Oui. Dans plusieurs de ses ouvrages, et cette plasticité-là, outre le fait d'être un engagement de malléabilité, mais aussi le pouvoir de donner et d'accueillir la forme, contient également dans ses présupposés conceptuels le pouvoir de régénération en fait. Donc cette idée aussi de guérison, du pouvoir de guérison de la matière. Ou d'une auto-poïèse en termes de care de la matière en fait, et c'est vrai que voilà, ça me parle beaucoup. Et j'aurais peut-être une autre question, enfin c'est plutôt une remarque qu'une question. Alors par rapport à pas mal d'entrées en fait qui sont mises en œuvre dans le cadre de ton travail, alors d'un point de vue vraiment des formes, des gestes, mais également du sens, ou en tout cas du fond, on va dire, de tout ce qui travaille le travail. Dans ces idées d'amour, de care, de self-care, de queer, les dialogues entre les disciplines aussi, et entre les genres, la violence des normes, des assignations, de la domination, etc. Moi, je pensais beaucoup au travail de Donna Haraway, et notamment à tout ce qu'elle développe dans le manifeste cyborg, parce qu'il y a aussi du cyborg en fait dans tes pièces. Alors Donna Haraway fait partie de ma constellation de recherche avec Paul Preciado aussi, par exemple, avec Judith Butler, même si Trouble dans le genre, ça date d'il y a 30 ans, mais c'est des choses qui permettent justement de réactualiser une pensée qui est un petit peu trop mise sur elle-même, sur le corps. Et traiter le cyborg, c'est, dans mon cas, c'est parler de corps différents, parce que c'est là où il y a les limites, c'est là où je dissous les frontières. C'est là, dans mon cas, où justement, je peux parler d'un corps, de plusieurs corps, je peux parler d'un genre ou de plusieurs représentations de genre. Je peux parler de choses anthropomorphiques, comme avec ma pièce qui s'appelle La Meute. Je peux parler de choses qui sont transgenres, de transtemporelles, parce que trans, j'aime beaucoup l'employer, en latin, ça veut dire au-delà d'eux. C'est quelque chose qui est aussi très important, c'est se sublimer, se voir autrement. Et quelque chose de transespèce aussi, par exemple avec la muselière sur laquelle je viens par la suite mettre des fragments d'armure réels, même s'ils sont transposés. Et pour en revenir à Donna Haraway, il y a quelque chose, bien sûr, Manifeste au cyborg, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il faut savoir que quand j'étais aux Beaux-Arts, il y a fort longtemps, mais quand j'étais aux Beaux-Arts, mon travail, c'était vraiment comprendre le corps et l'absence du corps au travers de sa parure. Donc, j'ai fait vraiment, moi, un mémoire sur cette recherche sur la parure, sur comprendre le corps, comment le corps pouvait être juste montré de manière autre que directement. Et les questions qui sont liées vraiment, donc toutes ces questions sur les représentations de genre, moi, je ne parle jamais de genre directement, ou très peu, c'est vraiment des représentations de genre, arrivent par la suite, et Donna Haraway me permet d'articuler petit à petit, des questions de frontières, de limites, de seuils, et qui se dissouent. Et je pense que c'est là, en fait, où Donna Haraway disait rêver l'utopique, c'est permettre d'espérer un monde plus monstrueux. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le monstre? C'est ça, c'est dans le sens modulable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le monstre au Moyen-Âge, c'est la chimère. Enfin, c'est pas la chimère, mais c'est un élément. C'est plusieurs éléments qui sont mis ensemble, et donc c'est excessivement plastique. Il y a une dissolution, mais alors là je parle vraiment en termes plastiques, en termes d'œuvre en elle-même, et non pas en termes de sociologie ou d'anthropologie, hein. Mais c'est parler, et je pense que c'est une des configurations humaines depuis l'aube des temps. C'est depuis les peintures paléolithiques jusqu'à de nos jours, jusqu'aux questions les plus profondes, des questions freaks aussi, enfin. Et je pense que les questions du corps malade aussi, c'est des questions de limites, de frontières, les questions de corps trans, les questions de corps queer, ou ces non-questions aussi. Ça peut être des non-questions très simples et qui peuvent être abordées de manière autre. J'aimerais savoir si tu avais posté ton mémoire sur une plateforme en ligne, parce que j'aimerais beaucoup le lire.
Je te l'enverrai. Et oui, j'ai juste attendu 1 an pour le mettre sur HAL, mais ouais, c'est quelque chose que je vais faire incessamment sous peu. Mais si tu veux, dans Passion médiéviste, j'explique vraiment toute cette ma recherche, puisque Jeanne d'Arc étant aussi pour moi je l'ai pas choisi au pif. Il m'a été mise en avant par mon directeur de mémoire, Franck Collard, qui a eu cette judicieuse idée justement de travailler sur Jeanne d'Arc. Mais c'est un objet historique, je pense, parfait pour parler de ça. Et ça va être mis en ligne dans quelques mois, en juillet, c'est de l'été prochain. D'accord. Moi, j'en ai une, Florian, en attendant, si jamais il n'y en a pas. T'en prie. C'est quand que tu habilles une drag queen? Quand elle me payera. Est-ce que on t'a déjà demandé? Non, on m'a jamais demandé. C'est assez drôle que tu me dis ça. Je me suis beaucoup intéressé aux costumes de scène. C'est quelque chose. Il y a beaucoup de créateurs de mode qui sont passés par les Beaux-Arts, par exemple Lacroix ou les directeurs de vêtements sont passés par les Beaux-Arts. Il y a cette porosité, tu vois. Je pense que c'est possible. Par exemple, Alexis Stone, tu vois qui c'est? La drag queen m'a demandé il m'a demandé de lui faire une armure justement avec les muselières et tout. Je lui ai dit oui que c'était possible, mais en même temps ça soulève des questions, tu vois. C'est-à-dire est-ce qu'il y a une modularité entre mon travail artistique et le fait d'habiller une personne? Est-ce que je ne me corromps pas, tu vois? Est-ce que là ou est-ce que je fais c'est des vraies questions avant qui m'intéressent, tu vois. Donc oui, je pourrais habiller quelqu'un, mais peut-être pas de mes créations, tu vois. D'accord. Merci Florian en tout cas pour cet entretien. Il y a Caroline Brum. Oui, je suis désolée, je viens de me réveiller. J'ai peut-être une dernière question qui est vaste, donc si tu ne veux pas la traiter en entier, voire pas du tout, c'est pas grave. Tu as parlé de mauvais pathos tout à l'heure et j'ai également noté à un moment donné que tu as parlé de ta propre mythologie personnelle en disant que elle n'était pas peut-être pas encore assez puissante. Je me pose la question justement du curseur dans le pathos et dans l'émotion. En termes de puissance, quand est-ce qu'on dépasse le raisonnable? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus dans le raisonnable, qu'on va dans le pathos et pas dans le... Voilà, je me pose cette question de la place du curseur dans ce qu'on donne de soi, de l'émotion, de l'intime. Encore une fois, c'est encore une question un peu... J'ai envie de dire que c'est propre à chaque artiste. La mythologie personnelle, donc c'était un terme qui est utilisé par Harald Cheesman la première fois à la Documenta 5, justement pour comprendre comment un artiste se nourrissait, avec quoi il se nourrissait, avec ses propres failles, avec ses propres rêves, avec sa propre famille, avec sa propre réalité. Ma mythologie personnelle, je l'ai souvent employée dans mon travail, de par ma passion historique, de par mon cercle familial qui touche au médical. Et quand je dis pathos, mais je parle en mon nom, c'est-à-dire que je ne veux pas tomber dans quelque chose où je serais trop frontal, ou quelque chose qui serait trop direct, ou quelque chose qui serait trop, pathétique, tu vois, mais dans la partie la plus, je veux pas être dans le testimonial en fait, tu vois, ça m'intéresse pas. D'accord. Est-ce que c'est une question de pudeur ou ça n'a rien à voir? Peut-être que c'est simplement le fait de ne pas vouloir se raconter et de laisser la place à autrui, en quelque sorte, comme quand tu laisses le vide pour que les gens puissent venir s'y installer. Ça va dépendre de n'importe quel artiste. Moi, je peux pas parler dans plusieurs noms, mais... Non, mais pour ton travail à toi? Pour mon travail, la question de la pudeur est excessivement très forte. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, beaucoup recherché. Peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'emploie un rapport très paradoxal avec mon corps, et d'où Instagram, d'où la mise en scène, en même temps le fait que dans mon travail artistique, je ne mets pas un brin de corps. Après, c'est une question dans mon travail. En fait,
si tu préfères, plus j'ai d'expérience, plus j'ai l'impression que ma mythologie personnelle, elle s'agrandit et plus j'ai l'impression que je peux la confronter, la mettre en espace, la mettre en œuvre et la faire grandir petit à petit. Qu'importe les barrières et les carcans que j'y mets, et parce que Dieu sait que j'en ai. Et j'en ai voir beaucoup et des fois, ils se transposent dans la matière. Hein, donc, mais toujours, il faut rester soi-même, quoi. C'est juste un truc assez bête, mais quitte à en jouer, il faut jouer de ses failles aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu vois. Je pense que c'est quelque chose de très important, les failles chez un artiste, et mise en lumière ou non, d'ailleurs. Chez Louise Bourgeois, c'était absolument divin, mais des fois, ça peut être un peu lourd. Mais il n'y a pas que elle. Hein. J'ai d'autres. Je m'inspire vraiment d'autres. Enfin, quand je dis je m'inspire, non, je m'inspire pas. Louise Bourgeois est inspirante et j'ai d'autres cercles comme ça d'artistes qui sont très loin de ma pratique, mais qui pourtant sont très très présents. Mais je vois totalement le lien entre ta pratique et celle de Louise Bourgeois. Enfin, moi, je la fais automatiquement dans ma tête, en quelque sorte, parce que tu vas traiter des sujets, tout ce qui est autour du care et de traiter d'archétypes et de ce genre de choses. Ça va se retrouver aussi chez Louise Bourgeois d'une manière totalement différente, mais il y a un lien, même s'il n'est pas évident. Je comprends que ça soit dans tes références, ça ne me surprend pas. Merci pour ta réponse et pour tous ces échanges fantastiques. On arrive à la fin de cet entretien. Merci Florian pour cet échange et d'avoir pris ce temps, le temps de ta résidence justement. Ça a été un entretien enrichissant, passionnant. J'ai pu aussi entrevoir d'autres directions dans ton travail qui m'ont ouvert des pistes et qui m'ont donné encore vivement envie de venir voir ton travail à Groyer, et puis ça me donnera l'occasion de retourner à Groyer, la ville du queer. Avec plaisir. Merci à Emma Viguier d'avoir aussi pris le temps, toujours avec sa bienveillance, de jouer justement et d'articuler avec aussi l'université et d'avoir créé ces occasions pour moi que je trouve précieuses et qui nourrissent un désir à chaque fois puissant. Merci aussi à PQ pour tout le travail fourni et des fois j'ai pas été présente, mais voilà, j'étais avec Florian. On a pu travailler sur ces entretiens, tout ça, et merci Florian. Mais je t'en prie, avec plaisir. Et merci de m'avoir invité, merci à l'université, merci à PQ et toutes les personnes qui se sont acharnées à relayer sur les réseaux, avec lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre. Merci beaucoup à toi. Et je voulais ajouter aussi que ça y est, on sort notre première édition de Zine avec Jean-Luc Vernat. Donc il y a un podcast aussi qui est sur la plateforme Spotify, YouTube, en retranscription LSF. Enfin, voilà, il y aura une seconde édition du Zine avec un appel à contribution qui se fera autour des thématiques abordées avec l'entretien de Florian Varenne. N'hésitez absolument pas à suivre Florian sur les réseaux sociaux. C'est toujours intriguant et passionnant et séduisant. Et la prochaine personne que nous aurons en entretien pour la 3e édition, ça sera Robin Plus, un photographe diplômé de l'école d'Arles, qui a un travail pareil, puissant. Et voilà. Hâte de vous retrouver et puis à très vite. À très vite. Eh ben merci à Florian, merci Belladonna, merci le collectif PQ, merci aux collègues, je vois Muriel quelque part par là qui a dû être passionné aussi par les échanges. Merci à vous toutes et tous et donc nous clôturons cette rencontre qui va être fructueuse de toute façon en création et en écriture pour le prochain zine.
Et voilà, merci. Et on vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et Florian, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à Groyer l'ouverture de l'exposition. Je l'espère aussi, en sachant que si l'ouverture ne se fera pas en avril, elle se fera en mai ou en juin. Il y aura quand même un vernissage. Et merci encore à Belladonna de m'avoir invité. À bientôt.